Salut Adrien, bienvenue sur le podcast. Salut Martin, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Alors, pour les auditeurs, je précise que j'ai envoyé un message à Adrien là dans la semaine, mais j'avais un doute depuis longtemps sur sa capacité à parler français, parce que tout est en anglais sur sa page Instagram, que je vous recommande d'aller suivre dès maintenant, parce que bah, tu fais un contenu de qualité pour tous ceux qui Merci. comprennent l'anglais en tout cas. Et, euh, et on va dire que ce petit relent d'accent français présent dans, dans ta voix quand tu parles en anglais m'a mis la puce à l'oreille Il, et tant il m'a mieux parce que du vendu. coup ça nous donne l'opportunité du coup de partager ton histoire en exclusivité en français aujourd'hui. Ouais, mais ça fait plaisir. Et ce qui est fou, c'est qu'on finit par venir de la même région, voire du même département, voire presque du même village quand même. C'est ça, c'est C'est ça. ça, c'est Mais incroyable. il y a un côté mystique dans tout ça, et avec plusieurs invités aussi que j'ai reçus, c'est marrant parce qu'on a quand même des points communs, même si les parcours sont très différents derrière. Tu trouves toujours que le monde est petit quand tu as un C'est ouf. interlocuteur qui te ressemble un Ouais. petit peu. Incroyable, incroyable, Écoute, incroyable. je suis Bon, ben très ouais. content. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs un peu comme tu le souhaites, et puis après j'ai préparé comme d'habitude quelques questions pour développer. Bien sûr. Donc moi c'est Adrien. Je vais sur mes 35 ans. Né en France, donc dans le sud de la France, à Grasse. Euh, j'ai aussi la double nationalité australienne. Et je vis actuellement dans l'est du Canada, à Halifax. J'ai assez long parcours niveau géographique. J'ai pas mal bougé dans ma vie et mes expériences, qu'elles soient en termes de rencontres humaines, en termes de voyage, m'ont petit à petit amené vers le véganisme il y a presque 5 ans maintenant. Et, et voilà, et là ma page Instagram que je suis en train de développer assez agressivement, on va dire. Je la dédie à 100% à la cause des animaux, pour éteindre l'exploitation animale, donc à travers le véganisme, à travers du contenu que j'oriente vers les animaux tout en utilisant l'aspect des arts martiaux et des sports en général. Voilà. Donc c'est un peu ma vie, c'est un peu ça. Bah, c'est ce qui t'amène un peu sur le podcast, c'est ce côté utiliser un petit peu tes performances sportives et ton mode de vie pour montrer déjà que c'est possible d'avoir ce mode de vie-là tout en étant vegan. C'est ça. C'est quelque chose que tu fais très bien et c'est exactement ce qu'on essaye de montrer sur Vegan Fighter par l'intermédiaire de la plupart de nos invités, même si on a fait quelques exceptions pour diverses raisons. La plupart de nos invités, que ce soit des amateurs, des professionnels, des champions, pas champions, de simples pratiquants, derrière ils montrent qu'il y a un mode de vie où tu peux être en bonne santé, performant, gagner même des compétitions dans ton Absolument. cas aussi en étant vegan et que déjà ça pose pas de problème, ce qui est déjà un pas énorme, je trouve. Mais Maintenant, à dire que exactement. c'est optimal, c'est toujours le débat que j'ai avec un peu tous mes invités, donc on va l'avoir aussi tous les deux. Est-ce que c'est optimal, est-ce que c'est pas optimal? Mais déjà, si on arrive à atteindre cette, euh, cette conclusion que c'est possible, c'est déjà énorme parce que ça bloque beaucoup de gens. Exactement, c'est ça Qu'est-ce que que tu en penses? ouais, c'est ça que j'essaie de vraiment avoir ce genre de discussion aussi avec mes amis ou la famille ou les gens que je rencontre sur à travers ma page ou dans le sport. Mon but ultime, c'est pas nécessairement de dire que de devenir vegan, ça va te faire gagner les Jeux Olympiques demain, tu vois. Parce que ça serait bête de dire ça. Si tu bouffes des Oreos toute la journée, t'es techniquement vegan, mais tu vas pas avoir une forme olympique. Alors que quelqu'un qui a un plan euh, au niveau de la nutrition qui est impeccable, même sans nécessairement être vegan, donc tout en incluant des protéines animales par exemple, pourra très bien être supérieur à toi en termes d'athlétisme. Le but ultime, c'est juste de montrer qu'il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que C'est je ça. peux être tout aussi performant, tout aussi en santé que quelqu'un qui mange ou qui consomme des produits animaux. À partir de là, le débat il est clos techniquement. Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas nécessaire, encore une fois, on n'est pas en train de dire que qui est mieux, c'est juste pas nécessaire. Mais il y a plus de raison de le faire. Clairement. Puis, dans ton cas personnel, et ça fait un peu écho avec le mien aussi, tu as plutôt vu des améliorations sportives depuis ces 5 dernières années, parce que je suis allé pousser un petit peu la recherche assez loin sur ton Instagram, et j'ai vu un peu les compétitions que tu avais faites, et je remarque que notamment, alors peut-être que c'est le hasard des catégories qui a fait ça, mais j'ai l'impression que tu as pris du poids depuis,
T'es Ouais, bah monté alors, d'au moins une catégorie. Si mes calculs sont bons, t'es passé plus ou moins de 70 kilos à 75, quelque chose comme ça. je sais que j'ai l'air, merci, ça fait plaisir, j'ai l'air costaud, Ouais. mais c'est pas du tout le cas. Non, je suis actuellement à 67 kilos. Combien tu Euh, dis? 67. 67, d'accord. Ouais, je suis un petit gabarit. Mais en fait, la chose qui est intéressante, c'est que j'ai découvert le véganisme au même moment où j'ai vraiment découvert le besoin de prendre soin de son corps. Hmm. Euh, donc dire qu'il y a eu une amélioration grâce au fait de devenir plant-based, je ne sais pas si c'est le cas. Le fait est que sur les 5 dernières années, donc depuis que j'ai 30 ans, je ne fais que m'améliorer. Alors, est-ce que c'est le fait d'être plant-based ou est-ce que c'est le fait que ben, je fasse attention à comment je dors, à ce que je mange, à comment je m'entraîne, etc. Je pourrais pas Alors te dire, qu'est-ce que mais t'appelles s'améliorer dans le sens est-ce que tu prends du poids, est-ce que tu perds du gras, comment tu le mesures plus ou moins? mon cardio, il est excellent. J'arrive à gérer mon poids, j'arrive à gérer ma masse musculaire. Ah, je pense qu'à l'époque, je pouvais pas m'entraîner avec des gamins de 18 ans qui font 10 kilos de plus que moi, alors que maintenant, c'est le cas. Donc, je saurais pas te dire s'il y a une corrélation absolument positive. Ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr que c'est pas un frein. Et Ah encore une ça fois, c'est clair. c'est ça pour moi le but. Mon but, c'est pas de dire que je suis d'un coup meilleur parce que je ne mange plus de protéines animales. Mon but, c'est de dire que je suis meilleur tout court, malgré le fait que je ne mange pas de produits animaux. Ouais, ouais. Mais Donc, c'est un peu c'est marrant hein, ce que tu me dis parce que j'ai remarqué aussi ces dernières années parce que moi ça fait 11 ans maintenant que je suis vegan ah wow. et au début j'ai d'abord perdu du poids parce que j'étais un peu gras et c'est le premier effet ça a été ça avec un mode alimentaire vegan très sain, tu vois, je bouffais pas que des Mhm. Oreos toute la journée, c'était plutôt Ouais, l'inverse plus au début que maintenant, j'ai envie de te dire. Et parce qu'il faut le dire, hein, au niveau des options, je pense que c'est pareil au Canada, mais en France, en tout cas, c'est il y a encore 11 pire. ans, tu trouvais pas grand-chose à part en magasin bio et c'était encore pas terrible. Ah ouais, 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 ouais. Aujourd'hui, dans le moindre supermarché, chez Carrefour, Auchan, ce que tu veux, tu trouves de tout. Donc tu pourrais bouffer 100% de junk food en fait Ah ouais, et vegan. absolument. Et tant mieux parce que ça donne accès à cette alimentation à des gens qui n'ont pas forcément envie de faire l'effort d'assainir leur Mais c'est ça. alimentation. C'est dommage dans un sens, mais en même temps, c'est quand même bon pour les animaux. Donc je pense que c'est une bonne chose. Mais ouais, donc d'abord j'ai perdu du poids, ensuite j'en ai pris, mais beaucoup plus propre que ce que j'avais avant. C'est-à-dire que j'ai pas repris trop de gras et j'ai pris de la masse musculaire. Mais comme tu disais tout à l'heure, j'avais entre 21 et 25 ans. Hormonalement, t'es au top, Ah ouais, c'est ça. c'est là que t'exploses le plus. Donc s'il faut, en mangeant de la viande, ça aurait été pareil. Peut-être pas, mais en tout cas, j'ai jamais autant fait d'efforts sportifs aussi. Donc c'est multifactoriel, Exactement. Donc, comme mais tu encore dis. une fois, le but à retenir là, Mais c'est que ça ça a t'a pas marché quand même. freiné. Ça ne t'a pas freiné, Voilà. je Et dirais. comme toi, ces dernières années, donc je vais sur mes 33 ans, moi, bientôt. Donc je trouve que j'ai plutôt tendance à perdre du poids sur la balance, petit à petit, au fur et à mesure des mois et des années. Et pourtant, je me sens toujours de plus en plus fort. Et ouais, c'est ça. Et ça, Après, je pense c'est que si, génial pour les catégories de poids, hein. Ça, c'est c'est incroyable, formidable, c'est hein. incroyable. J'ai plus besoin de Après, faire de cut, alors qu'il y a encore 2 ans, j'étais obligé de cutter un petit peu. Même si c'était pas grand chose, 1 ou 2 kilos pour des compètes de JJB. Mais c'est toujours chiant. Tu dois pas manger comme tu veux pendant une ouais, ouais, semaine. ouais. Psychologiquement, là, je combat demain. Ah ouais, Je vais nice. manger ce soir normalement. Je prendrai un petit Mais déj demain ouais, matin. Aucun problème, quoi. tu leur mets Et la ça, c'est raclée. formidable. C'est où la compétition? À Marseille. Ok, c'est quoi comme, C'est une compétition de la CEJS, c'est une petite fédération qui organise des compétitions plutôt régionales sur Marseille, ok. qui m'ont permis de faire mes premières compétitions, notamment en ceinture blanche il y a quelques années, et qui me servent plutôt là cette année comme une préparation pour la Coupe de France de la CFJJB, Ah, qui est nice. le 21 décembre. Donc je participe aussi. Donc Damn. demain, c'est un peu pas un échauffement, mais c'est une mise en jambe pour arriver en Coupe de France avec une autre compète 2 semaines avant dans les jambes. Mais bon, on va quand Super. même essayer de gagner, hein, bien sûr. Tu nous le fais en catégorie adulte ou master? Et ben là, j'ai été mis, je m'inscris toujours en master, histoire de maximiser mes chances. J'ai vu que toi aussi, tu t'inscris en master, et je trouve pas que ce soit plus facile hein, en soi. Parce que souvent, c'est des mecs qui physiquement sont assez forts aussi. Ah Par contre, ouais. on est moins nombreux souvent.
ce qui permet de faire moins de combats pour obtenir une médaille, ce qui augmente les chances de gagner aussi. Et à partir du moment où t'es pas que 2 dans la catégorie, où là ça devient un peu ridicule, mais Mhm. quand t'es 5, 6, ça reste Ah ben, sympa. oui, bien sûr. Parce que je trouve que quand t'as 25 personnes dans la caté, ça dénature un peu le truc parce que c'est aussi le moins fracassé qui arrive au bout, quoi. Et pas Ouais, forcément ouais, le plus fort. Tu vois. ouais, 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 ouais. Ben, moi, c'est seulement ma dernière là que j'ai fait en master. Toutes les autres, je les ai fait en adulte. Ouais. Euh, et ouais, c'est vrai que j'ai vu une différence. Ce qui était intéressant, c'était que le master avait un peu plus de technique, tu vois. Vu que les mecs, ils se reposaient moins sur leur athlétisme, Mais oui, il y a une ils certaine trava- maturité. Et puis ils parfois, ils ont travaillaient fait d'autres beaucoup choses plus, hein. avant. Les masters, tu as plus de Exactement. chances qu'ils aient fait du judo, qu'ils aient fait même de la boxe ou d'autres sports de combat qui font qu'ils ont une compréhension de leur corps et du combat Exactement. qui est un peu en avance par rapport à celui qui a 18 ans et qui débute par le JJB, qui peut être très très fort. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais. J'aime bien aussi cet état d'esprit. J'aime bien aussi l'état d'esprit des gens qui ont à peu près mon âge. Je trouve qu'on noue plus de liens, même avec ses adversaires en Ouais. master qu'en adulte, je trouve aussi. Mais demain, je combats en adulte parce qu'il n'y avait pas assez de Nice. master. Donc, ils nous C'est ont bon regroupés ça. avec tous les masters de tous les âges, avec les adultes aussi. Donc, ce sera un mix. Mais bon, je crois Ah, qu'on t'as l'air on est jeune, t'as 5 l'air Anguilles vif. et 8 À mon avis, Andouilles. ça va se faire. T'es ceinture bleue ou violette? Ok. Ceinture bleue avec mes 4 petites barrettes. Donc, je suis Ah, nice. non, Bientôt la promo. j'ai les crocs. Voilà. Ah, Et ça fait ouais, plaisir. j'ai vu que tu étais ceinture violette. Du coup, félicitations depuis cet Merci, été. merci. Ouais, c'est ça, je l'ai reçu en juillet, donné par mon coach Graham Lipford, qui est directement sous Carson Gracie Jr. D'accord, ok. Voilà. Ouais, ouais, Donc pour ceux qui savent pas, bon déjà Carlson Gracie Jr. c'est un très gros nom du JJB et la ceinture violette en JJB elle représente quand même plusieurs années de pratique. On n'est pas sur le système comme certains peuvent le connaître du judo ou du karaté où on a forcément une ceinture tous les ans depuis l'enfance. En JJB adulte, quand on s'y met en tant qu'adulte, comme la plupart des gens aujourd'hui, on passe souvent plusieurs années en ceinture blanche. 2, exact. 3, 4, ça dépend de l'implication de chacun. Je sais pas combien d'années t'as passé toi en ceinture blanche. Ah, tu vas rire, je vais devoir démonter ce que tu viens de dire, mais ça m'a pris 4 mois pour avoir ma ceinture bleue. Et t'avais fait quelque chose avant ou c'est 100% basé sur ton implication Je pense qu'en fait, je suis arrivé, donc j'avais 29 ans quand j'ai commencé le BJJ, le JJB en français, pardon. Et ouais, donc ceinture blanche. Et au bout de 2 mois, ben, j'ai commencé à faire des compétitions. Donc j'ai fait 3 compétitions en Hmm. 2, 3 mois. Et donc mon coach, ben, après quand je commençais à choquer les ceintures bleues, ben, il m'a dit, de toute façon c'est un vieux, Et donc on t'avais va lui jamais donner fait sa ceinture bleue. de judo ou Non, d'autres arts jamais fait martiaux de grappling avant, de lutte? seulement Non, rien du tout. un peu de Ah bah pied-point, c'est c'est tout. félicitations, c'est une Merci. sacrée ça montre que t'avais vraiment des prédispositions pour ce sport-là Oh, quoi. honnêtement, je sais même pas si c'était dû à mes talents particuliers. C'est juste que je pense que bah, ça fonctionnait avec mon gym, ça fonctionnait avec le niveau général des gens. Hmm. Voilà. Puis en termes de compétition, c'était intéressant parce que quand j'ai fait mes compétitions à ceinture blanche, c'est allé très vite. Hmm. Je vais pas dire je me baladais, mais il y avait pas vraiment de résistance, alors que ceinture bleue, ben, d'un coup, je me suis rendu compte que c'était un autre Ouais. niveau. Et donc, je pense que mon coach avait vu ça, juste avant de me donner la ceinture bleue et il s'est dit, oh, il faut le challenge un peu plus. Donc, Ouais, mais c'est c'est marrant ça. parce qu'en fait, il n'y a pas de limite en JJB pour donner une ceinture bleue. On peut la donner tout de suite. Et c'est ce qui se Exact. fait quand il y a des gens qui ont un gros niveau en lutte ou en Et judo, oui, qui c'est sont ça. déjà ceinture noire de judo. On leur donne la ceinture bleue directe par équité pour les autres parce qu'on considère qu'ils partent pas de zéro. Et bah, dans ton cas, même en n'ayant rien fait avant, s'ils se rendent compte que tu as le niveau, ils peuvent te la donner quand ils veulent. Mais dans les faits, la plupart des gens, surtout peut-être dans des salles un peu moins réputées que la tienne, ils passent parfois plusieurs années en ceinture blanche. Moi et ma compagne, on l'a passé en un peu moins d'un an. Mais bon, elle, c'est vraiment son talent qui a fait ça. Parce qu'elle avait jamais rien fait avant. Ok. Et dans mon cas à moi, j'étais un peu un escroc parce que bah, ça faisait 10 ans que je faisais de la boxe pied-point, que j'avais Mhm. côtoyé des clubs de MMA, donc c'était pas du tout la première fois que je me roulais par terre. Même si je m'étais jamais dédié à 100% à cette activité, en cumulé, j'avais déjà pas plusieurs mois de pratique. En réalité, quelques techniques solides. D'ailleurs, dans les techniques que j'utilise aujourd'hui, il y a des choses que j'ai appris à cette époque-là.
que Ben, un c'est sûr, tel à non, droite, à gauche m'a donné. De toute façon, notre technique, c'est un patchwork de tout ce qu'on exactement. nous a appris. Et c'est ça qui fait qu'on est unique un petit peu parce que bah, on a pris un bout de là, un bout de là, un bout de là, et ça fait notre individu que nous sommes et un système qui fonctionne, quoi. Et pour autant, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais plus je progresse dans ce sport, plus je me remets en question. Tout le temps, Oh, tout le c'est temps, tout le temps. infernal, c'est infernal, c'est infernal. Tu te rends compte que le menu, il s'élargit. Le menu des techniques s'élargit constamment, donc tu sais jamais quoi choisir. Donc à la fin, tu finis par crever la dalle parce que t'as rien sélectionné, tu vois ce que je veux dire? Donc C'est ça ça, tu te m'arrive. dis, ça c'est mon jeu solide. Ouais, Ah mais ça c'est ouais, bien aussi. Mais celui-là il ouais. marche plus. Ah bah celui-là il marche et je Ouais, sais plus. C'est ouais, tout le c'est temps comme ça, ça. c'est ça. Ceinture blanche, c'était bien parce que bon, tu passais en mount, tu allais sur la Kimura et puis c'était fini parce que Ouais. tu connaissais que ça. Maintenant, là, bah, là, c'est est-ce que je pars en bolo, est-ce que je vais sur le leg lock dès que je suis en nogi, c'est ouais, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est beau en même temps. C'est beau en même temps parce qu'après, tu te permets de redescendre, d'affronter, entre guillemets, quand t'es dans le gym, des ceintures un peu plus basses. Et puis c'est là que tu peux redévelopper Ouais, toi tes tu techniques. penses Voilà. tu penses qu'il faut vraiment beaucoup travailler avec les ceintures inférieures entre Ah guillemets ouais, c'est sûr, c'est sûr. pour pour en fait driller sur un adversaire qui résiste quoi en gros. Mais pour moi, c'est même pour laisser place à la créativité, tu sais, parce que Hmm. ils sont beaucoup plus, comment on dit, forgiving. Bon, Ouais, et en ça gros, pardonne plus. voilà. Tes erreurs, elles sont bien plus pardonnées, alors que des fois, je roule. Hier, c'est le vendredi, pardon, c'est le open mat dans mon gym, et Ouais. donc je vais avec Graham qui est ceinture marron, il fait 90 kilos, son frère c'est la même chose. Bon, ils veulent rouler avec moi parce que moi je suis le mec je me mets toujours dans les bolos, les inversions et tout ça. Ben moi c'est pas fun pour moi, tu vois. Moi c'est de la survie dans ce cas-là. Hmm. C'est de la survie 100%. Je mets toute la force que j'ai. Je travaille pas ma technique. C'est vraiment pour eux. Et puis après, Ouais. ben là voilà, je suis fatigué. Mon cardio il est shot. Donc là il faut que j'aille avec des ceintures un peu plus basses ou alors des poids plus légers. Et là enfin je peux commencer à laisser place à ma créativité, ma technique qui travaille en même temps. Pour moi c'est comme ça que je progresse le plus. Ouais, et tu peux te permettre de perdre même une position. Tu sais que tu vas Exactement, pouvoir, exactement. ta défense, elle va être efficace parce que tu sais sortir. Quand tu te fais passer la garde par une ceinture noire, bah tu sais que tu vas en chier C'est très ça, c'est fort ça. Donc à mon pour avis, ressortir. donc exactement. Donc à mon avis, les deux sont vraiment nécessaires. C'est-à-dire encore plus si tu t'entraînes pour une compétition, je pense que c'est bien dans ce cas-là d'aller travailler avec des ceintures plus hautes ou des poids plus Plus lourds ou lourd. alors des jambes plus costauds en règle générale, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre à travailler ta défense. C'est comme ça que tu vas gérer ton cardio. C'est là où tu vas vraiment travailler sur ton athlétisme. Par contre, hors saison, donc hors compétition, pour moi, le mieux, c'est vraiment d'aller avec des gens plus petits, plus légers ou moins expérimentés, où je peux moi travailler ma technique. Ça me laisse la place de m'exprimer, de voir ce qui marche, ce qui fonctionne pas, parce que des fois, tu te retrouves contre des gamins. Bah, bon, hier, j'étais avec il a 21 ans, on fait plus ou moins le même poids, mais je suis super flexible. Mais alors lui, c'est un autre niveau, c'est un Ouais, élastique. Et j'arrivais, sa garde, ma façon de passer la garde en knee-cut, elle ne fonctionnait pas parce que son ouais, genou, il était à son cou constamment. ouais, ouais. Je n'arrivais pas à le passer. Alors là, tu vois, comment est-ce que je peux passer sa garde à lui? Parce que je vais peut-être tomber sur un mec comme ça à la prochaine compétition. Donc là, c'est là où ça devient plus cérébral qu'autre chose, plus que de l'athlétisme. Ouais. Voilà, je rentre dans le technique, hein. Désolé pour les auditeurs, mais ouais, le knee cut, c'est un peu ton passage de garde préféré. Ça en fait C'est partie. Je ton suis plutôt, système. j'aime bien le knee-cut, mais je suis plutôt quelqu'un qui bouge beaucoup, donc je fais beaucoup des Toriano Pass Ouais, j'ai ou vu beaucoup de ouais, passages debout. Ouais. Hmm. où je fais des Kimura Trap, donc c'est vraiment où je Ouais. fais presque un salto au-dessus de mon adversaire pour aller chercher la Kimura. Donc, j'essaie de garder ma vivacité tant que je l'ai, tu vois. Ouais. Bah, c'est marrant Voilà. parce que y a pas vraiment de règles parce que on pourrait croire qu'une technique comme le knee cut, tu besoin d'être plus physique que ton adversaire parce que tu mets beaucoup de pression. Et pourtant, c'est la spécialité de ma copine, tu vois. Ah ouais, ouais, voilà. Mais c'est fou, je sais qu'elle va faire ça, ça va passer parce que morphologiquement, son Incroyable. tibia va me cisailler et comment dire, si elle a pas l'underhook, elle met un overhook et puis elle met une Euh, pression sur ma gorge et je sais pas, elle a développé des techniques qui font que dans tous les cas, si je réagis pas tout de suite pour changer de position,
ça va passer. Je pourrais pas Sûrement. juste en force la tenir, quoi. Bah ça veut Et dire qu'elle a vraiment maîtrisé la technique, que c'est la sienne maintenant. ah bah oui, oui, clairement, elle a tout misé dessus. Maintenant, elle sait faire d'autres trucs, mais disons que moi, je respecte aussi ce côté où tu vas au fond d'une technique en explorant toutes les petites variantes pour t'assurer que c'est ton jeu sûr. Tu sais que tu vas pouvoir te baser Ouais, c'est là-dessus et ça. après, tu peux explorer le reste. Alors que moi, j'ai plutôt tendance parfois à pas partir dans tous les sens, mais à dire, ah tiens, ça c'est bien, je vais essayer. Et puis tu construis tout un jeu parallèle qui t'éloigne de ton jeu de Incroyable. base. Au début, j'étais très, très, très axé sur la garde fermée, ce qui fait que limite, j'abandonnais les positions, je jouais presque pas dessus. Hmm. Mais en même temps, en ceinture blanche, comme tu disais, bah, je mettais des GG à tout le monde de la Ouais. garde fermée. Et puis, je finissais des combats en 1 minute, je vois pas pourquoi je devrais développer autre chose. Et Exactement, depuis que je suis ouais. en bleu, bah, tu leur mets pas des GG de la garde fermée toutes Ça marche les pas assez 30 bien, secondes. non. Ça arrive, mais et je le garde quand même. Je continue à le cultiver, notamment quand je tourne avec des ceintures blanches ou avec des ceintures bleues qui sont moins compétitives. Mais, euh, mais je suis obligé de développer d'autres trucs parce que tout le monde C'est sait faire sûr. un juji et un triangle de la garde fermée à partir de la ceinture bleue. Normalement, ils savent le défendre et encore plus sur les ceintures supérieures, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Faut agrandir son champ de maîtrise parce que sinon on reste derrière, quoi. Donc Clairement, bah, c'est c'est ce qui fait obligatoire. la beauté de ce sport. Alors j'en C'est profite ça. pour bifurquer parce que j'ai vu aussi que tu boxais un petit peu, Oui, que tu avais fait quelques combats aussi, si j'ai bien compris. Justin, En boxe euh, taille ou en K1? c'était en modified tie. Donc on avait droit au genou, on avait droit au clinch, Ouais, mais pas de elbow. Je vais te ok. raconter la petite histoire tant qu'à faire. Vas-y, vas-y. Donc voilà, j'ai 26 ans, je suis en Australie. Je surfe depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et c'est vrai que ben, la dynamique dans l'eau en Australie, elle est un peu, on va pas dire violente, mais agressive. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui surfent. Ok, c'est D'accord. toujours blindé, surtout là où j'habitais sur la Gold Coast. Et donc, moi, il y avait cet aspect où il faut un peu stand up for yourself. Vraiment, faut se faire respecter. Et en plus de ça, Hmm. ben, comme je te l'ai dit, je suis 67 kilos, donc je suis pas un gros gabarit. Surtout à l'époque, j'en faisais plutôt 61, 62. Donc, je suis pas un grand gabarit. En Australie, j'étais un nain. Donc j'ai commencé à me dire, tiens, ce serait pas mal que j'apprenne au moins les bases de la bagarre, quoi. De savoir ce que ça fait, de se prendre quelques coups dans la tête, de savoir ce que ça fait, le stress, le cardio, de devoir tenir les points au niveau de tes joues pour te défendre, quoi. Donc je me suis Donc, inscrit, t'avais jamais fait de sport de combat à ce non, moment-là. bah, juste quand j'étais gamin, mes parents m'avaient Mais mis au même pas karaté. le JJB, t'avais pas du tout commencé, rien du tout. Rien. Je Ok. savais même pas ce que c'était, JJB. J'avais jamais, même pas D'accord. vu un combat d'UFC. Aucune Ok. idée. Ah ouais, ok. Donc voilà, j'ai 26 ans, puis je regarde sur Google, je vois s'il y a excuse-moi, un club de boxe ou de boxe thaï dans le coin, et j'entends parler de Bunshu Gym, qui est pas trop loin de là où j'habitais. Moi, je regarde, et puis je me pointe un soir à 6h30 pour la classe générale, quoi. C'était pas la Fighters Class qui se passait avant, c'était la classe générale. Ouais. Et puis là, je vois ce petit bonhomme qui fait à peu près ma taille, avec des tatouages taille dans tous les sens. Il a un accent vraiment bizarre. Il est bien carré, tu sais. On parle. Je fais ma session et puis j'aime bien ça. Donc je me dis bon bah je vais sign up comme ça c'est fait. Au moins je peux pas retourner en arrière. Je signe les papiers tout ça. Puis je lui demande son nom. Puis il me dit moi c'est John Wayne Parr. Ok bon, ok super. Je rentre chez moi puis je regarde, je Google John Wayne Parr et en fait je me rends compte que bah je suis maintenant je m'entraîne dans le gym. Je sais pas si tu sais qui c'est John Wayne Parr. Non, du tout. Ah, pardon. Bon, ben c'est le premier non thaïlandais à devenir King's Champion D'accord. en Thaïlande. Et Je c'est sais un plus s'il a Australien? c'est un Australien, ouais. Ouais. D'accord. Il a combattu Yod 5 Lai 2 fois. Je crois qu'il a combattu Ramon Decker. Euh, D'accord. ouais, enfin c'est une absolute légende, Une quoi. légende. Ok. Une légende du sport. Et moi ça, j'en savais rien du tout. Et encore une fois, D'accord. même après l'avoir googlé, le mec, bon, ça me disait pas grand-chose. Je voyais bien qu'il avait des ceintures dans tous les sens et des médailles dans tous les Ouais. sens et des tatouages taille fait à la main par des moines, mais pour moi, ça voulait pas dire grand-chose. Bref, Non, mais je d'ailleurs, c'est vrai m'entraîne. que ça veut pas toujours dire grand-chose dans le sens où il y a autant, surtout en Thaïlande, tu peux gagner des ceintures, des trophées, ou même en JJB, tu vois, à chaque compétition, même la plus basse que tu fais, tu as une Exact. putain de grosse médaille. Ils aiment bien les grosses médailles en JJB. Tu peux Exact. remplir un mur de médailles sans jamais gagner un tournoi majeur. Là où bah, une médaille IBJJF au Worlds, elle a la même taille, tu vois. Ouais, c'est Là, ça, c'est ça.
c'est pareil. Donc, il faut que tu te renseignes sur la Exact. réputation de la personne, quoi. Exact. Et voilà, donc moi, en fait, je m'entraîne pendant un mois ou deux. J'ai fait peut-être une session de sparring ou deux pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et puis un soir, un vendredi soir, je suis dans la cage en train de faire des taille pads avec un autre gars. Puis d'un coup, ben, il y a sa femme, Angie, Angie Lapa, qui vient, elle me fait, combien tu pèses? J'ai fait, voilà, je dois être à 63. Elle fait, est-ce que tu peux faire 61? Je fais, ouais, je pense. Elle fait, est-ce que tu veux te battre dans 2 semaines? J'ai fait, Tu venais de commencer, quoi. je venais de commencer. Et j'ai une philosophie depuis que je suis teenager, adolescent, c'est vraiment si quelque chose me fait peur, faut que je le fasse. Ah, mais c'est incroyable ce que tu dis parce que tu sais que j'ai été moi-même invité sur un podcast la semaine dernière. C'est la C'est-à-dire, première fois. Ça montre que ça marche. Maintenant, c'est moi qui suis invité. c'est bon ça. Marco de Vegathlete. Je sais pas si tu Ok. connais cette page, je te la conseille aussi. Non, Il par contre, j'ai débute. vu tout à l'heure dans ta story, je crois que tu l'as mis. Eh ben ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Il génial. vient de sortir la première partie du podcast. Parce que tu as Super. vu, Bon, je moi, vais l'écouter, je c'est parle sûr. beaucoup. Donc, il l'a coupé en 3 parties. Il a bien fait, il a bien fait. Ce sera mieux pour les auditeurs. Je suis Et, sûr que le contenu est incroyable. et je lui ai dit exactement la même chose que ce que tu viens de dire. Parce que pareil, c'est ma philosophie aussi. Si ça me fait peur, c'est un Il faut le faire. indice, il faut Oui, le oui. faire. Ben, c'est sûr. Si tu commences à essayer d'éviter la peur, la douleur, ben, tu fais rien, en fait, tu restes sur ton canapé toute la vie, quoi. Parce Exact. que Bah, tout, d'ailleurs, tout, on en connaît tous, hein. Des ouais. gens qui ont une excuse pour un peu tout. On vous voit, hein. Ah, Il y en j'allais a. lâcher des noms, mais ça c'est pas. Non, non, moi non plus, mais s'ils nous écoutent, ils le savent. Cet état d'esprit, je pense que toi aussi, ça t'a permis d'accéder à des choses que tu n'aurais jamais imaginées avant. C'est Parce ça. que, ben, en fait, tout ce qui te fait peur, déjà, je dirais que 90% des choses qui te font peur, tu te rends compte après coup que finalement, c'était peut-être pas la peine d'avoir autant peur que ça. Et même dans les 10% qui restent, tu as une telle fierté de l'avoir surmonté que tu regrettes quand même pas. De toute façon, la growth, la progression en termes Mm. d'humain, donc elle se passe en dehors de ta zone de confort. Mm. C'est obligatoire. Et c'est là où elle vient la peur, c'est l'inconnu. Donc ta zone de confort, c'est là où tu n'as pas peur. En dehors de cette zone de confort, c'est là où tu as peur. Donc si tu veux grandir, si tu veux devenir, t'améliorer en termes d'expérience, en termes d'humanité, en termes d'à peu près tout, il faut que tu sortes de cette zone de confort. Donc il faut que tu affrontes tes peurs pour pouvoir grandir. C'est obligatoire. Donc Clairement. pour, Et du coup, pour ce combat à ouais, 2 semaines, mais c'est quand même, enfin, je le c'est- dis quand même pour les auditeurs, ceux qui ont jamais mis les pieds sur un ring de boxe, je respecte énormément cette philosophie, ça a été la mienne aussi, mais 2 semaines après avoir mis le premier pied dans une salle de boxe, c'est quand même exceptionnel. non, Alors, non, non, alors, explique-nous un peu je te corrige juste. comment Donc, ça c'était s'est deux, passé. 2 mois après que j'ai commencé mon entraînement et D'accord, le mais combat c'est s'est quand même passé deux hardcore, semaines mais après qu'elle me l'ait proposé. Donc, en gros, j'ai eu deux d'accord. semaines pour me préparer. T'as Et eu deux c'est, semaines de prépa et 2 mois de pratique ah, en pied-point, quoi. Et exact, exact. en arts martiaux en tant Ouais, qu'adulte en ouais, général. j'avais même pas mes shin pads, tu vois. D'accord. Oui. J'avais rien, j'avais rien. Je savais même Euh, pas ce que c'était. Je me suis pointé sans coquille au combat parce que je savais pas qu'il fallait pas porter une coquille. d'accord. Donc, c'est un T'avais un mec qui m'a, protège-dents quand même? j'avais un protège-dents, ouais. Donc c'est un mec, on est allé laver une coquille, puis il me l'a prêté, quoi. Donc ouais, c'était un peu à la one again, comme on dirait old school. Donc voilà. Bon, Et comment ça s'est passé alors? voilà. Donc j'ai dit ah ouais, moi je suis chaud, ça me fait peur, donc faut que je fasse. Donc je suis chaud. Elle me fait ok, ok, bah, je t'inscris. Donc en fait c'était une exhibition, c'est une exhibition, mais quand même avec comment on dit. Euh, bon, la promo était, donc on a quand même eu, tu sais, les tests sanguins, etc. Donc c'était quand même Ouais. bien encadré. C'était quelque chose de amateur, certes, mais de bonne qualité. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup trop de monde. C'était ça mon gros problème, moi. C'était de me pointer Est-ce que dans ce c'était une center-là. sorte de carte préliminaire avant des combats professionnels ou quelque chose comme Non, ça, non, où non. tu Il y profites un peu avait, du public il y avait ou pas, des pros qui passent après? il y avait pas de pro. Je crois que c'était que de l'amateur, mais c'était D'accord. d'amateur bon niveau. Voilà. Et donc, Hmm. il y avait une salle, je crois, à peu près, je veux pas dire de bêtises, mais je dirais entre 500 et 600 personnes. D'accord, Ce ouais. qui était absolument terrifiant pour moi. C'est, pour moi, c'était Pour une ça le pire. première expérience et en plus à un niveau amateur, c'est assez. S'il y a que des amateurs, c'est très rare d'avoir autant de public. Ouais, c'était un bel event, un Et bel parce event. qu'en général, enfin, je sais pas en Australie, mais en France, mes premiers événements de kickboxing, les championnats, les trucs comme ça, t'as que la famille des gens qui combattent qui sont là.
Ah ouais, non, là, Donc en gros, les salles elles sont pas pleines du tout quoi. là, Tu dois avoir c'était blindé. 200 personnes max quand vraiment c'est des gros trucs quoi. Et Après, là, en Australie, t'as c'est, 600 personnes d'un coup que pour des amateurs, c'est que c'est vraiment les gens ils aiment ça quoi. ouais, c'est une religion là-bas. C'est vraiment, ben, c'est après la Thaïlande, je dirais que l'Australie c'est numéro 2 quoi. C'est sûr parce ils vont tous s'entraîner en Thaïlande, ils font leur camp en Thaïlande, puis après ils reviennent sur la Gold Coast et ils se mettent D'accord. sur la gueule. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui moi m'a avec le temps, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé, ce principe de ouais, en fait, je m'en fous quoi. Viens, on y va, on se met sur la gueule quoi. Et puis ouais. Bon bref, revenons au combat. Alors, Donc j'accepte de prendre le combat. Je rentre chez moi, j'arrive pas à dormir, j'ai le cœur qui bat à 12 000 à l'heure. Je me rends compte, je sais même pas dans quoi je m'embarque, mais je sais que ça va probablement faire mal. Bref, ces 2 semaines se passent, on va pour la pesée. C'est une pesée officielle avec un vrai referee. C'est dans la rue avec des photos devant le restaurant qui sponsorise ouais. l'événement. Je me retrouve dans le milieu de la rue en caleçon à faire une pesée à 61 kilos contre un gamin. Je me rends compte qu'il en a 18, moi j'en avais 26. Mhm. Et lui aussi tatoué à la taille dans tous les sens. Je me dis mais qu'est-ce que je Ouais, fous donc là lui quoi. pour le coup, s'il faut, il boxait depuis son plus jeune âge Ouais, bah en quoi. fait je crois qu'il faisait du MMA et puis après il a voulu se consacrer au pied-point seulement. D'accord. Donc je me dis bon bah demain je suis mort mais c'est pas grave on y va quoi. On y va et ça va bien se passer. Pour la petite anecdote, j'étais fumeur à l'époque et je prenais Ouais. vraiment pas soin de mon corps. J'ai fumé un paquet entier le jour même parce que j'étais tellement stressé, donc c'était vraiment pas très malin. Bref, donc je me pointe à l'événement dans la fin de journée et voilà quoi. Je me rends compte que c'est une grande salle, 500-600 personnes, la musique à fond, des mecs. Il y avait des combats modified pro, il y avait des modified Muay Thai, il y avait des combats K1 et t'avais aussi des combats full Muay Thai, donc avec des D'accord. elbows, tout ça. Ouais, Donc ouais. je rentre dans mon vestiaire. J'ai mes collègues que je connaissais à peine, hein, parce que ça faisait que 2 mois que j'étais dans la salle, qui me disaient, bon, allez, tu te mets torse nu, on va te chauffer. J'ai fait, mais comment ça, on va pas me chauffer sur les iPads? Il fait, non, 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 c'est massage taille avec l'huile taille, on va te chauffer les muscles. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, je comprends rien. Bref, ils sont tous, ils sont Ce tous qui est là. horrible en soi, parce qu'en gros, tu t'es jamais échauffé comme ça. Mais Et, non, et moi, c'est pareil, hein, dans certains de mes premiers combats, on m'a fait ça, mais en fait, je sais pas comment tu t'échauffes pour les compètes, mais moi, j'essaye que ça ressemble plus à ma vie habituelle, quoi. Pour que moi, sur le tapis, je ressemble plus à ce que je sais faire, tu vois. Et là, tu fais un truc qui a rien à voir avec ce que tu connais, quoi. c'est ça. Et puis tu dis, comment ça me chauffe? Alors oui, tu sens que c'est littéralement chaud sur ton corps, Oui, mais moi, pour moi, m'échauffer, c'est mon cardio. Faut que mon cœur, il soit déjà, exactement, ouais, c'est à l'intérieur. Mm. exactement, c'est là où c'est le plus stressant quoi. Bon bref, ils me font leur massage et tout ça, puis bah, après moi je suis assis, j'attends mon tour et puis là je tape du pied, le mec il fait t'as pas du pied parce que là t'es en train d'utiliser de l'énergie, t'en auras besoin là-dedans. Et je fais ok, bon j'arrête de taper du pied et il me fait t'as quoi comme gant? Je dis comment ça j'ai quoi comme gant? Moi je me pointe ici pour me battre quoi, j'ai rien d'autre, j'ai rien à nez. Il fait bah est-ce que t'es ok avec des gants de 6 ounces? Ben, Ce qui est tout petit, hein, c'est des exactement, gants voilà. pour les enfants, hein, clairement, voilà. Parce que les gants de MMA maintenant c'est du 4 ounces, je crois. Hein. C'est du 4 en pro et en amateur, je crois que c'est du 6 ou du 8. Ok, C'est-à-dire bon bah, qu'il est possible que pour les amateurs, les gants avec un peu les boules là, comme on peut voir dans la série là qu'ils ont sorti sur ah M6, je ouais, sais la pas cage, si ouais, ouais, j'ai non, regardé. il y a la Ah, cage, mais ils ont sorti une série qui s'appelle MMA Academy, qui est plus ce genre télé-réalité, ok, qui est visible sur M6 Replay, je crois, un truc comme ça. Et c'est pas mal parce que du coup, c'est des vrais combattants amateurs français et belges, je crois, ok, qui nice. s'affrontent pour progresser et obtenir à la fin un contrat pro, ce qui est Oh cool. wow. Ah, c'est Ultimate Fighter, mais en français, quoi. Exactement, c'est le même Ah, concept, génial, génial. sauf que ce sont des amateurs et ils s'affrontent dans les règles du MMA amateur parce que ça préserve quand même un peu plus les combattants que le MMA pro. T'as pas les coups de coude, Hmm. tu as les gants justement en 8 et c'est vraiment un petit gant de boxe quoi, sauf que t'as les doigts libres. Mais Ok, bon, ok. en pied-point, c'est pas commun d'avoir des gants aussi petits que ça, quoi. Ouais, C'est- ben, ils m'ont fait, ouais, c'est comme ça qu'ils font en Thaïlande, donc c'est pour ça qu'on fait ça ici. Mais bon, prépare-toi, ça va faire mal. Hmm. Ben oui, je me doute bien que ça va faire mal. Donc voilà, bref, on arrive, je suis prêt, et là, ben, j'avais choisi une musique que maintenant je regrette. Non pas parce qu'elle est nulle, je l'aime toujours beaucoup, mais je me suis dit que
j'ai dû passer un peu pour un blaireau quand je suis sorti sur la salle. C'était quoi? Ma grand-mère est estonienne, donc Ouais. c'était un petit peu en hommage à elle. C'est un groupe de métal, je suis un gros métalleux dans la tête, et un groupe de métal estonien, donc c'est un peu genre style viking. Bon, enfin, ça faisait pas trop. Ça marchait pour moi, mais ça marchait vraiment pas pour le moment. Mais Mais à mon avis, tu as rien à regretter parce que tu rentres sur une chanson que tu as choisie toi, ah ouais, ouais. qui veut dire quelque chose pour toi, et celui que tu dois le plus motiver à ce moment-là, c'est Ah, bien c'était toi-même, moi. quoi. Ah ouais, Voilà, ouais. donc Ah ben ça a il marché, faut ça rien c'est sûr. regretter. Moi, on Bah m'a ça déjà fait m'a. rentrer sur une chanson que j'avais même pas choisie. Alors c'est sympa et tout, mais tu te dis, Ouais. mais tu sais, ça peut te sortir de ton moment, un truc comme ça, Ah parce ben que tu es c'est de déjà ouf. stressé à mort, comme tu l'as dit. Et j'avais combattu devant 2000 personnes, c'est le plus Oh que waouh. j'ai combattu. Et j'étais un des premiers combats de la soirée sur un gala avec des pros en full contact et en pancrace. Et, euh, et je mets le mec KO début de deuxième round. C'était Ah, formidable, la t'as 2000 personnes machine. qui gueulent. Mais, euh, mais bizarrement, c'est pas là que j'ai le plus stressé. Parce que je suis arrivé en retard. Je crois que mon combat, il était une demi-heure après mon arrivée. J'ai fait une pesée à l'arrache. Enfin, tout était à l'arrache totale. Et du coup, C'est j'ai pas eu peut-être le pour temps ça de que ça stresser. marchait. Ouais, Ouais. exactement. Ouais, parce que quand t'attends toute la journée, que tu te pèses le matin et que t'attends toute la journée, ben, comme tu dis, t'as fumé un paquet dans la journée. Ouais, ouais. Puis, ou même, parfois, tu peux faire la pesée la veille. Tu dors pas de la nuit, quoi. Ah, Donc, ouais. c'est bon ça. Alors, C'est excuse-moi, bon. je t'ai coupé Mais non, dans non, ce que non, tu non, disais. mais non, mais non. Comment s'est passé ce combat? On veut Bon, savoir. c'était 3 rounds, donc j'ai fait presque mes 3 rounds. Donc le premier, ça s'est bien passé. Ma spécialité, moi, c'est plutôt les kicks. Je suis pas très point, je sais pas trop quoi faire de ça. Donc j'aime bien kicker, low kick et dans les côtes. Donc le premier round s'est plutôt bien passé. Je pense que j'ai bien scoré. Après, dans le deuxième, il a commencé à clincher avec moi. Donc là, j'étais un peu perdu. Il m'a réussi à avoir la nuque et vraiment à mettre des genoux. Donc il a commencé à taper dans le foie 2, 3 fois. Et le troisième round, j'avais plus rien dans le réservoir. J'étais complètement vide, de par le fait que j'avais fumé des cigarettes toute la journée et que j'étais extrêmement stressé, que j'avais aucune idée de ce que je faisais dans ce ring. Donc il a fini par m'avoir avec un coup de genou au foie et là je suis juste tombé quoi. Voilà. Hmm. Le corps il répondait plus. Donc TKO, j'ai perdu. Mais c'était une super expérience, vraiment, c'était incroyable. T'entends des gens dans la foule qui disent Kill him! Oh, putain, moi j'ai entendu ça, mais c'est stressant de fou, quoi. Ouais. Mais je m'en souviendrai toute ma vie, je m'en souviendrai toute ma vie, et je pense que honnêtement, ça doit être la chose à date, que j'ai fait qui me terrifie toujours le plus. Et tu t'as jamais renouvelé l'expérience, du coup, Ben, avec on- on- l'opportunité de t'entraîner de manière plus longue, de construire un vrai cardio. Parce que ce que tu dis, en gros, c'est que tu perds ce combat parce qu'au bout d'un moment, niveau cardio, t'es plus là. Ce qui est un peu normal. T'étais fumeur, t'étais pas spécialement entraîné, t'avais que quelques semaines dans les pattes, 2 mois et quelques. Probablement, probablement. Avec des si on Euh, refait le monde, et mais les gens se rendent pas compte comme 3 fois 2 minutes ou 3 fois 3 minutes, c'est long quand t'es pas entraîné, avec euh, cette intensité, avec le stress, avec les coups, parce que tu prends des coups de genoux au niveau du corps, ça se fracasse ton cardio aussi. Donc, est-ce que t'as pas eu envie plus tard, maintenant que t'as une condition physique qui est bien plus solide qu'à cette époque-là, de j'espère, ouais. remettre un peu les gants? J'aimerais bien, mais pas en pied-point. J'aimerais bien, par contre, me frotter au MMA un jour. Ouais, ouais. Ça serait pour moi, ça serait vraiment l'accomplissement ultime de ma journée, de ma journey, de mon chemin dans les sports de combat, parce que tout est, enfin, quasiment tout est autorisé. C'est ce qui se rapproche le plus potentiellement d'une altercation dans la vie tous les jours. Et je veux savoir ce que ça fait, parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait ce combat de pied-point que je savais pas ce que c'était que d'avoir quelqu'un qui est là juste pour toi. Là, ça c'est terrifiant. Quand tu croises son regard et tu Oui, te rends compte que le mec, il est là, il s'est entraîné pendant des mois et des mois juste pour te casser la gueule. C'est tout. ouais. Il y a rien autour. Tout est noir autour. En plus, on avait les spots sur nous, donc je vois rien d'autre que lui. Et il est là pour moi, il me chasse dans le ring, tu vois. Et Ouais. là, tu dis, ça, c'est terrifiant comme concept. C'est terrifiant. Effectivement, tu as un moment de solitude incroyable, surtout le premier en fait. Après, avec les combats, Oui, ça se bien perd un sûr. peu, mais enfin, tu restes concentré sur ce que tu fais. Mais j'ai aussi ce souvenir de mon tout premier combat, premier coup que je prends. Et en fait, personne a jamais autant eu envie de me faire mal. C'est ça, c'est ça.
Et c'est même Et pas de la méchanceté, c'est que je me mets à la place du mec et moi aussi j'ai fait ah plusieurs oui, combats on en était là pour pied-point. la même chose. Déjà, t'as peur. T'as peur et ton meilleur moyen de sortir de cette peur, c'est de finir le mec. C'est Si, ça. si tu finis le mec, c'est terminé. Quand j'ai mis le mec KO, là, le truc dont je te parlais tout à Ouais, l'heure, ouais, le ouais. premier truc auquel j'ai pensé, c'est fini. Ah bah oui, c'est ça. C'est fini, je prendrai plus de coups ce soir. C'est bon. Et avant de me dire j'ai gagné, c'est super, je vais avoir un trophée, un machin, etc., c'est fini, je suis hors de danger. Parce Mhm. que tu es en stress, Mais ton corps il c'est veut, ça, il veut sortir du c'est de la danger. survie. On l'a moins, je trouve, dans le JJB. Même si j'y retrouve, ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que je retrouve cette confrontation physique, ce plaisir du combat, mais avec un stress qui est quand même moindre. Avec une possibilité de nouer aussi des affinités avec mes adversaires, beaucoup Absolument. plus que dans le pied-point. Dans le pied-point, il faut un peu que tu l'aimes pas quand même, le mec. Même si tu le respectes, Faut être un tu vas lui faire sauvage. mal. Pendant 10 minutes, faut être un sauvage. Après, ça passe, mais pendant le moment. Exactement. Et je trouve même en compétition, en JJB, tu peux rester cordial, entre guillemets. Même s'il y a des méchants aussi, hein. Enfin, je veux dire, il y en a qui ont pas peur d'attenter à ton intégrité physique, mais c'est plus Mhm. rare, moins bien vu. Et je pense que tu peux gagner des compétitions sans faire exprès de péter des ligaments à quelqu'un. Tu peux toujours laisser une micro-chance à la personne d'abandonner. Bien sûr, ceux qui abandonnent pas, ils abandonnent pas et tu peux blesser quelqu'un qui refuse de se soumettre. Mais tu peux toujours lui laisser cette opportunité. Alors qu'en pied-point, ça va toujours très vite. En MMA, c'est pareil. T'essayes de finir, boosté par ta propre peur, t'essayes de faire mal à l'autre, quoi. C'est En ça. gros. C'est ça. C'est ça. Et Mais pour moi, je comprends aussi, hein. Moi aussi, ça me titille. J'y pense régulièrement parce que quand t'as fait du pied-point, que t'as fait du JB, que t'as fait un peu de lutte, t'as fait c'est un peu tout ça. ça de C'est manière ça. C'est ça. séparée, Il faut le mettre ensemble. Il faut essayer. Il c'est faut ça. Et mixer. puis, tu regardes les combats de MMA amateurs aujourd'hui, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, comme toi ou moi, ont déjà une expérience dans des sports qui sont des composantes du MMA Mhm. et qui en général arrivent à tirer leur épingle du jeu parce que tu as aussi des gars qui ont débuté par le MMA pur, qui ont peut-être 2 ans de pratique. Certains sont des génies et Mhm. donc ils peuvent rivaliser et d'autres, leurs bases sont vraiment pas assez solides. Donc j'ai vu des gars en combat amateur MMA, en pied-point, je peux faire 100 combats avec eux, refaire dans 100 réalités parallèles, je les mets KO Tu les les gagnes à 100 chaque fois. fois. C'est sûr. Il n'y a aucune chance qu'un mec comme ça me mette à l'amende. Et au sol, pareil. Tu vois. Après, dans le combiné de tout ça, l'incertitude reste parce que j'ai un Absolument. profond respect pour ceux qui combattent. Moi, j'ai jamais combattu en MMA. J'ai combattu en pied-point, j'ai combattu en JJB, j'ai combattu en grappling, mais en MMA, jamais. Donc, je me permettrai pas de dire celui-là, je suis sûr de le battre. Parce que lui, il a peut-être combattu et moi pas encore. Ouais, Donc, ouais, je sais ouais, pas ouais. encore ce que ça fait qu'on me ferme la cage derrière moi. C'est Et ça. je considère pas que parce que tu l'as fait à l'entraînement en sparring, tu sais ce que c'est en combat. Tu l'as bien vu, hein, tu avais fait déjà quelques sparring, je pense, avant de faire ce Ouais, combat. ouais, ça n'a C'est rien à pas voir. du tout pareil. Et même en grappling ou en JJB, hein, je pensais que ce serait pareil. Mon premier combat en JJB, je me suis dit, ah putain, l'implication, elle est pas la même Non. qu'à l'entraînement. Tu te rends compte, le grip, il est décuplé en termes de puissance. Exact. Rien que l'adrénaline qui traverse ton corps, elle te rend extrêmement fort, mais ton adversaire aussi. Donc ça n'a C'est plus rien à ça. voir. Ton game, il passe à la poubelle. C'est la poubelle, ça devient. Exact. Surtout à ceinture blanche, tu te rends compte que d'un coup, tu t'accroches et tu veux pas lâcher parce que tu dis le Ouais. premier qui lâche, c'est celui qui perd. Exact. C'est, Même sur des positions où en fait il y a aucune résistance, mais toi tu continues à ouais, forcer comme un t'es fou avec tes mains. crispé comme un dingue. Ouais. J'ai fini avec des crampes aux Ah. avant-bras plusieurs fois au Incroyable. début en kimono. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour revenir un petit peu à mon premier combat et aussi en parallèle à mon premier combat en JDB, c'est la même chose qui s'est passé. D'un coup, c'était vraiment tunnel vision. Mm. Je voyais plus rien sur les côtés. J'ai regardé ma vidéo de mon premier combat à JJB. Je lui ai mis 21 points, le mec. Parce que C'est- c'est- Ça mais s'est bien j'étais juste passé en quoi. mode, ouais, ça s'est très bien passé, mais pas parce que j'étais bon, juste parce que je fonçais droit devant parce que je savais pas quoi faire d'autre. Donc, Ouais. j'ai mis des double legs, je lui ai mis mount, je lui ai pris le dos, mais c'était en mode automatique. C'est comme si j'étais assis sur le côté et que je me coachais, tu sais, sans Ouais, vraiment ouais. savoir. Parce que c'était cette peur, c'était je veux pas perdre, faut pas qu'il gagne. J'avais un ami qui était venu me regarder, j'avais mon coach, c'était ma première compétition. Je veux pas perdre contre ce jeune. Je peux pas. Il faut que je survive et il faut que sois le premier à finir parce que sinon,
Sinon, mon ego, il va prendre une claque et ça va pas le faire. Mhm. Et c'est juste ça qui s'est passé. Vision, tunnel vision. Mais bon, c'est très bien passé. Depuis, tu as connu la défaite aussi. Ouais. Comment tu gères la défaite? Qu'est-ce que ça te donne comme émotion? Et puis, qu'est-ce que ça crée comme réaction chez toi après? Sur le moment, ça fait chier. Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas perdre, mais je crois que personne n'aime vraiment perdre. Mais après, avec quelques heures, tu te rends compte que c'est mieux d'avoir essayé et d'avoir perdu que de pas avoir essayé. À chaque fois, je me dis, c'est ça, quand je pars d'une compétition et que j'ai perdu, je me dis, ben, au moins, je me suis pointé. Ouais, Et sur le côté vaincre sa peur, la mission elle est accomplie dans c'est les deux ça. Et cas. puis, en général, ce que j'aime bien faire, les dernières compétitions, je me suis mis en master élite et en adulte élite. J'ai fait les deux catégories. Donc, je me suis Mm, retrouvé contre un mec de 26 ans. En plus, j'étais 30 livres en dessous parce qu'il y avait personne dans ma catégorie, donc c'est 15 mm, kilos. Donc vraiment, j'ai perdu contre ce mec-là, mais c'est pas grave. Il faisait 15 kilos de plus que moi. Il avait 27 ans, alors j'en avais 34. Il était ceinture marron, alors j'étais ceinture violette, ceinture bleue à l'époque. C'est pas mm. grave, c'est pas la fin du monde. Au moins, je me suis Ouais, challengé, j'ai essayé. Après, c'est sûr que de perdre contre ceinture blanche dans ton gym, là, ça fait chier. Mais bien voilà, sûr. pour en revenir à ça, donc non, la défaite, elle fait mal sur le moment, mais je pense qu'il y a plein de choses à en tirer, surtout le fait que ben, ça doit te pousser à essayer d'améliorer ton game, quoi. Est-ce que tu trouves que tu as fait plus de modifications suite à des défaites que suite à des victoires? Ouais, et alors c'est pas nécessairement des modifications en Des termes de remises en question, technique. je veux dire. Ouais. C'est surtout sur le mental, c'est-à-dire que j'ai eu des passes de mon passage dans JVB où je préfère faire du no-gi. Donc je me suis vraiment concentré sur le leg lock. Et puis d'un coup, j'ai fait une compétition, j'étais open weight en ceinture bleue en gi. Je me suis retrouvé contre un mec qui faisait 10 kilos de plus que moi et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais faire que des leg locks, sauf qu'ils étaient tous illégaux. Oui. Donc je me suis retrouvé, je l'ai pris en 50-50 dans une situation no-gi. J'étais au top, j'avais les toe holds, j'avais le heel hook, j'avais tout. Mais là, j'avais même pas le Tu droit de pouvais lui rien faire. toucher. Je pouvais presque Mm. pas lui toucher la jambe. Et donc j'ai perdu, bien évidemment, parce que lui, après, bah, il a utilisé la pression, il a passé ma garde, là, Il est remonté, ouais. il m'a Mm. rousté. Et donc je suis rentré chez moi, je me suis dit, bah, tu vois, c'est très con, parce qu'en fait, tu t'es concentré sur quelque chose pendant des mois et des mois et des mois qui t'a servi à rien. Donc, au lieu de continuer à te concentrer sur un seul game parce qu'il te plaît ou parce qu'il est plus simple, il faut que tu te forces constamment quand tu t'entraînes à te mettre dans des positions que tu n'aimes pas et à te mettre à travailler sur les techniques qui sont pas nécessairement les tiennes de base, mais il faut que tu les connaisses parce que ce sont des bases. Et oui, et puis de toute Et façon, c'est pas perdu parce que même si tu les appliques pas, au moins le fait de les avoir drillés et de les avoir bien maîtrisés, tu sauras les reconnaître dans le jeu de tes adversaires et donc mieux les défendre exactement, déjà. exactement. Et puis, ceci dit, c'est quand même pas du temps perdu tout ce que tu as fait parce qu'à un moment donné, tu auras le droit de les faire, tous ces leg locks, Ouais, et, ouais. euh, Ah, en et, noguet, et oui, tu, c'est tu sûr. partiras pas de zéro, quoi. Ah non, absolument. Mais voilà, c'était juste ce que j'apprends le plus, c'est me rendre compte que fermer son bah, encore une fois, je reviens à l'analogie du menu, je trouve qu'elle est excellente. Se restreindre à seulement quelques plats, c'est pas très intéressant. C'est mieux de toucher à tout, et de rester ouvert à tout, et après de ça, apprendre à bien sélectionner au bon moment. Ouais. Moi, c'était vraiment ça. C'est ça que je retire d'une perte, parce que je pense jamais, pardon, avoir perdu par manque d'athlétisme en JJB. Je parle pas de bon travail combat de Muay Thai. Je pense Ouais. jamais avoir perdu par manque d'athlétisme ou par manque de technique ou par manque de cœur. Je pense que c'était juste, ben, lui, il était meilleur que moi sur le moment et puis moi, j'ai pas utilisé les bons outils au bon moment. Ouais, c'est souvent un truc, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, et ça m'avait marqué, et ça s'est toujours vérifié, c'est que c'est hautement improbable de perdre en compétition contre quelqu'un qui, en fait, est moins fort que toi, à Ouais, la base. Un peu comme si c'était joué d'avance, quoi. ouais, c'est ça. Même s'il y a toujours la petite L'élément de erreur que tu surprise, peux ouais, ouais. exploiter, et voilà. Comme un peu le KO sur un Lucky Punch en pied-point ou en MMA. Ça peut arriver, bien sûr, de choper une Kimura à la volée et de Ouais, gagner un combat comme ça contre un adversaire plus fort, mais globalement, tu fais 100 combats contre la même personne, il y a de fortes chances que tu en perdes l'immense majorité, quoi. Ou que tu ouais. en gagnes l'immense Non, majorité. exactement, Mais exactement. Ça va du dans un seul sens. 50-50 pur, Mm. c'est plutôt rare quand même. C'est Je très pense rare. que c'est pas trop possible. C'est vrai, Et, c'est vrai. euh, et ça m'aide, moi, je trouve, en préparation mentale, parce que je me dis,
ça sert peut-être à rien de te surstresser parce que c'est probablement joué d'avance. Fais juste de ton mieux, ce que tu sais faire. Si tu gagnes, c'est cool. Si tu perds, bah, c'est qu'il était meilleur que toi et puis c'est tout. Exactement, exactement. Et ça, Ce qui peut ça, changer 3 mois après parce que tu t'entraînes différemment. T'es plus bien la sûr. même personne et lui non plus. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas recombattre un adversaire qu'on a déjà combattu. Par contre, tes partenaires d'entraînement, tu dois le vérifier, ceux que tu combats tout le temps et qui progressent en même temps que toi. Souvent, C'est un tu enfer. vois pas de différence dans l'écart avec eux parce qu'ils progressent toi aussi et en fait cet Extrêmement écart il reste frustrant. sensiblement le même. Très frustrant, Extrêmement t'as l'impression frustrant. que tu progresses pas, Ouais. voire que tu régresses parfois. Exactement, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive de Et voir. c'est Ouais. en allant en compétition que tu vois que tu tapes des mecs avec les techniques qui marchent plus avec tes partenaires d'entraînement, mais c'est normal, ils te connaissent par cœur. Ils connaissent exactement, exactement. C'est vrai. Il y a tout cet élément de surprise qui te permet aussi d'obtenir des positions qui sont pas jouées d'avance. Il n'existe pas dans ton gym. Là, Moi, tout les le monde. open mats, c'est très bien aussi pour ça, je trouve, parce que Ouais. t'as pas la pression de la compétition, parce qu'il y en a qui sont allergiques à ça. Hein. Ma Mm, copine, mm. par exemple, elle déteste ça, elle combat pas, ça me rend fou d'ailleurs, parce que je pense qu'elle aurait beaucoup plus de, de, de- d'opportunités de gagner des médailles majeures que moi, mais elle supporte pas ça. Ça lui crée des envies de vomir avant les combats infâmes. Enfin, moi aussi, mais je suis un peu plus habitué, quoi. Et ouais, et par contre, les open mats, c'est bien parce que tu peux tourner avec toutes sortes de ceintures, personne ne filme, personne ne te juge, entre guillemets. Tu peux Ouais, c'est taper ça. 15 fois, c'est pas grave. Tu te fais Tu es plaisir. pas éliminé quand tu Mm, perds. mm, C'est ça, mm, c'est mm. vrai que c'est parfois un peu chiant de faire de la Extrêmement route, te faire frustrant. sortir au premier tour. Il y a toujours cette peur-là d'être venu pour 1 minute 30 et te faire soumettre. Ça rend fou, C'est, ça rend fou. c'est- Et j'ai vraiment mon jeu, il a vachement évolué à cause de cette peur, parce qu'au début j'étais très conservateur, je voulais absolument gagner. J'avais une telle peur de perdre que je gardais des positions faciles à garder et je jouais presque au point, tu vois. Hmm. Et je me suis rendu compte avec le temps quand je regardais mes vidéos, parce que j'essaie de filmer un maximum mes combats, que ben, mon jiu-jitsu au début je le trouvais vraiment ennuyeux, quoi. Hmm. Je me faisais chier en regardant mes vidéos. J'avais aucune fierté, c'est-à-dire j'ai déjà fait ma blonde est venue me voir quelques fois. Et au début, en fait, ben, elle qui comprend rien au jiu-jitsu, elle doit se dire, oh, mais en fait, c'est juste un blaireau qui reste agrippé au pyjama de l'autre et puis il veut juste gagner des points. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai commencé à me remettre en question à ce niveau-là, je me suis dit, en fait, non, effectivement, si je suis meilleur que lui, je vais gagner. Donc autant que je me fasse plaisir. Alors maintenant, ben, Mais mes quelques... il y a quand même des champions du monde qui jouent que comme ça. Ouais, mais eux, c'est leur travail. Moi, j'ai Voilà, mon boulot à côté, j'ai 35 bien ans, je sûr. vais pas devenir Hmm. champion du monde, tu vois. Donc autant que je me fasse Ouais. plaisir et que je fasse un show. Donc là, quand j'arrive maintenant en compétition, je suis pas la mascotte, mais je suis le mec de 35 ans qui en a rien à foutre, quoi. Donc je me Hmm. pointe, je fais, en échauffement, tout le monde, ah, Adrien, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas, je vais essayer une Kimura en fly ou je fais un flying triangle ou, voilà, je fais un peu n'importe quoi, les choses qui me font plaisir, les choses que j'aurais fait sur un open mat avec mes collègues, et je vois si Ouais. ça marche. Et là, j'ai gagné, ben, mon avant-dernière compétition, j'ai gagné sur un reverse triangle avec un wrist lock. Ouais. Et, et donc, ça m'a fait plaisir de wristlocker quelqu'un en compétition. Tu dis, ah Ouais. merde, c'est quelque chose que tu fais seulement pour emmerder tes collègues. Tu le fais pas Ouais. vraiment parce que ça marche pas tout le temps. Et là, je me suis dit, ah, je vais le tenter. Il est là, je vais le tenter. Et c'est Ouais. passé. Et ça fait plaisir parce que tu dis, ah, voilà, mon jujitsu, il s'améliore, mon jujitsu, il est fun. Et c'est vraiment ça que je recherche maintenant. Plus que Écoute. la victoire nécessairement. Je veux m'amuser, Hmm. je veux me dire que quand je rentre à la maison, je me suis régalé. Je me suis régalé. Les gens, ils se disent, ah, Adrien, c'est un combattant. Adrien, c'est pas juste un joueur de jiu-jitsu, c'est un combattant. Ouais. Bah, j'essaye d'avoir un peu cet état d'esprit, mais c'est vrai que en général, j'essaie d'assurer au moins 5 ou 6 points d'avance. Ah ouais, ok. Tu Et vas à être partir du sûr de moment où je me gagner. dis j'ai 6 points d'avance, je suis dans une bonne position, là, je prends le risque de perdre complètement ma position, de me faire passer la garde, retourner, tout ce que tu veux, pour tenter quelque chose, pour me faire plaisir. Mais tant que j'ai pas cette avance, si tu vois, si genre le mec tire la garde et que je passe la garde, j'ai 3-0, ça m'est déjà arrivé, mais Ouais. jamais il va bouger de mon side control, quoi, tu vois. Si j'arrive pas à passer aisément, je vais avoir un jeu très chiant, quoi. Je tente un truc que quand je risque pas grand chose, parce que justement, j'ai perdu aussi des combats comme ça où j'ai 2-0 et puis je tente un truc de fou, je tente une clé de cheville, tu vois. Tu fais un Ouais, takedown, t'as le mec comme ça, t'arrives pas trop à passer sa garde, tu parles sur une clé de cheville bien sûr. pourrie et le mec remonte sur toi. Et là, t'es Ouais. dégoûté, quoi. Ah, mais c'est pas grave, c'était fun à faire, c'était fun à regarder. Voilà. Et tu fais du Enfin, Nogi ou tu fais plus du Gi? les deux, les deux. Ouais, Ouais. ouais.
les deux. MMA à l'entraînement pour l'instant. Je donne des cours depuis quelques temps. Ok, Et je boxe un peu pour le plaisir, mais je combats plus depuis mes 30 ans. Là, j'en ai 32. Depuis mes 30 ans, j'ai arrêté les combats en pied-point. Je ok. reprendrai peut-être pour le MMA si je trouve le temps aussi de m'entraîner, parce que on n'en a pas parlé, mais c'est beaucoup de temps. Toi, tu es un touche-à-tout aussi, je voulais te parler de ça. Tu fais du surf, tu fais pas mal de fitness aussi, j'ai l'impression. Tu fais de la Ouais. muscu ou du crossfit, je Calisthénie, sais pas. je fais de l'escalade, En plus, ça, je l'avais pas, jiu-jitsu. tu vois. Ouais. J'ai vu que tu faisais du skate aussi. Enfin, tu passes combien d'heures à t'entraîner par semaine à peu près, moyenne? C'est pas, rien que le jiu-jitsu, ça me prend déjà 1 heure et demie, 5 fois par semaine. Ah ouais. Donc, ouais, je pense que une quinzaine d'heures par semaine, grand minimum à faire du sport. Grand minimum. Voilà. Mais Après, t'as un boulot à côté. Comment ouais, comment tu gagnes ta vie? je travaille pour une boîte qui est basée à Québec. Donc, moi, j'habite en Nouvelle-Écosse, dans l'Est Mhm. du Canada, donc je suis en télétravail 100%. Mais c'est D'accord, un boulot, c'est du 9 à 5, c'est le travail typique en bureau. Enfin, d'accord. c'est plus du 7 à 6, vraiment, avec les heures sup. Mais ouais, non, j'ai un travail comme tout le monde, comme tout le monde. Ouais, bah, moi Métro, aussi, boulot, et, dodo. bah, respect, parce que c'est pas facile de s'entraîner autant que ça quand tu as un boulot, comme tu dis, 5 à 7 comme tout le monde. Ça prend un temps fou. Parce qu'il faut dormir aussi. C'est ça qui est dur, C'est c'est ça- ça qui est dur. c'est le C'est le plus dur. pire, c'est le plus dur. T'as beaucoup de routes pour aller à ta salle d'entraînement, Non, ou j'ai de la c'est pas loin de chance. chez toi? En fait, moi, j'ai beaucoup bougé dans le monde. Mhm. J'ai vécu à Montréal juste avant. Avant, j'étais en Australie pendant 10 ans. Mhm. Je suis repassé par la France quelques fois. Donc, à chaque fois que je m'installe quelque part, je fais en sorte de savoir qu'il y a soit des vagues, soit un gym à côté. Et c'est comme ça que je vais choisir là où où je m'installe. Donc, j'avais regardé ce gym depuis la France avant de venir à Halifax parce que j'étais passé en France pour rendre visite à mes parents pendant 2 semaines. Je me dis, bon, dans quel quartier je vais vivre à Halifax? Et puis là, je vois qu'il y a cette salle de sport. Alors, je me suis mis un rayon de 3 kilomètres et je trouve un appartement ici. Il y a pas de question. Ouais. Si je trouve pas, ben, je vais ailleurs, mais faut que je me retrouve dans un rayon de 3 kilomètres. Donc c'est le cas là. Ça me prend 5 minutes de voiture. Ah bah tant mieux, parce que c'est vraiment un truc, quand t'as un boulot et que t'as un rythme sportif tel que tu as, il faut trouver des moyens de gagner du temps ailleurs, hein, parce que C'est sinon tu obligatoire. dors plus, quoi. C'est obligatoire. Enfin, tu Et, dors plus. Moi, et, j'ai et un peu de route pour m'entraîner, enfin, un peu de route, entre 20 minutes et une demi-heure selon les clubs où quand je même, vais. hein. Mais quand même, c'est aller-retour, ça finit souvent tard. Il faut se lever le lendemain matin pour travailler, ce qui fait que ça réduit vachement les heures de sommeil. Ouais. Tout ce qui est fitness, je fais chez moi. Et ça a changé complètement. C'est Devoir en fou plus ça, hein. aller C'est top, jusque hein. dans une salle de gym, c'était trop. Et s'entraîner à la maison, ça fait des années maintenant que je le fais. Et je crois que même si j'avais l'opportunité et le temps, je continuerais à m'entraîner chez moi, parce que C'est c'est top, c'est bien. méditatif. Mais bien sûr, Ouais. bien sûr. Voilà, Tu, il n'y a pas de prix. S'entraîner en calbut chez soi, à n'importe quelle heure, il y a que ça n'a ça de pas de vrai, il prix. y a que ça de vrai, il y a que ça de vrai. Tu peux pisser entre deux rounds. Exactement, T'es t'as pas à tranquille. supporter la musique, à avoir des gens que tu connais pas qui te regardent Ouais, non, t'entraîner, à attendre c'est ton top. tour. Ton C'est matériel, il est adapté à toi, tu le laisses un jour, il est exactement au même endroit le lendemain. exact. Voilà. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Ben moi, je travaille, je suis, on va dire, 50-50 sur les chantiers, et l'autre moitié du temps plutôt en bureau. Je Ok, travaille sur des gros chantiers de génie civil en tant que coordonnateur de la sécurité. ok. Et ce qui est un Ah ouais. travail pas du tout manuel, plutôt, comme je te dis, quand je suis sur chantier, je fais que marcher, parler à des gens, mais je touche jamais un outil, quoi. Ok. Donc, Social et admin. Voilà. exactement. Donc, physiquement, c'est pas trop dur. Par contre, bah, c'est pas très loin de chez moi. C'est temps. J'ai 10 minutes de route à peu près. Euh, mais ça prend quand même de l'énergie physique et mentale. Faut rester réveillé, faut être C'est ça. présent. Faut, le cerveau, c'est un gros consommateur d'énergie aussi. Euh, Incroyable. et je trouve que, je sais pas si tu as eu, du coup, j'imagine, dans ton parcours, l'opportunité de t'entraîner vraiment comme un pro, c'est-à-dire de pas travailler en même temps. Je sais pas si tu as eu Malheureusement, des non. périodes comme ça, Non. même sur quelques semaines, hein. Moi, je l'ai fait un mois en Thaïlande, je suis parti Ah en yes. coupant complètement, en posant des congés, tous mes congés de l'année d'un coup. Et les capacités de récupération sont énormes, en fait. Ben, c'est sûr, tu fais des Quand siestes tu au milieu de t'entraînes, la journée. exactement, tu t'entraînes, tu manges, tu dors. Tu remanges un coup, tu t'entraînes, tu dors.
Et tu dors la nuit en plus. Tu vois, t'as déjà fait 2 siestes dans la journée, t'as mangé je sais pas combien de fois, et tu t'es entraîné 6 heures dans la journée. Et Ah, tu ben peux c'est sûr. répéter ça pas loin à l'infini. J'étais quand même cassé après un mois parce que je savais que j'avais que un mois pour ça, donc j'ai peut-être mis un peu plus de volume que ce que j'aurais mis si ça avait été à l'année. Mais, mais ouais, c'est formidable. Te retrouves de nouveau dans une situation où tu bosses pendant 6 ou 7 heures dans la journée, tu te dis putain, Ah je ouais, fous d'un plus coup, rien. ouais, c'est ça. Bah, c'est quand même, c'est quoi? C'est 70% de ta vie éveillée, quoi, hein. 80% de ta vie Exactement. éveillée. Tu la passes à faire quelque chose qui te fait probablement chier, qui utilise énormément d'énergie et qui t'empêche de faire les choses que tu as envie de faire et de pouvoir te récupérer, quoi. C'est sûr. Exactement, exactement. Donc peut-être un jour, hein, mais c'est vrai que c'est difficile de renoncer, il faut le dire, à l'intérêt financier d'avoir une vie comme la nôtre, parce que vivre de notre passion, c'est quand même pas quelque chose de facile, Surtout le nôtre. surtout en vivre bien. Mm, Parce que je sais pas combien te rapporte ton travail, mais je suppose que c'est suffisamment confortable pour que ce soit un compromis qui te convienne. absolument. Et moi, c'est pareil. C'est la seule raison d'ailleurs pour laquelle je ne vis pas encore aujourd'hui. J'ai pas passé un diplôme de coaching pour faire que ça. Parce que bah, ça voudrait dire réduire mes revenus plus que par deux, quoi, tu vois. Et peut-être que je le ferai un jour par passion quand même, hein, mais pour l'instant, non. C'est parce que ça coûte de l'argent. C'est ça qu'il faut savoir. Être un combattant amateur, même amateur plus plus, Mm. ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte à l'immense majorité des combattants comme toi ou moi. Surtout en Il y a JJB. vraiment en JJB, ça rapporte rien. Non Vraiment. seulement ça, mais tu dois payer. Je sais pas comment c'est en France, c'est les compétitions, mais Ouais, moi ouais, ouais. je paye $100 à chaque compétition. Alors la CFJJB, qui est la fédération principale en France, CBJJFise un peu. C'est-à-dire que les Ok. tarifs montent tous les ans. Ah ouais, ouais. Je Ah, crois là, par rapport à l'année dernière, chaque compétition a pris 10 euros de plus. oh, la Donc, blague. par exemple, les championnats de France ou les Coupes de France, on est sur 55 euros l'inscription pour juste le gi, tu vois. Ah Si tu ouais, ça fais gi et commence no gi, à t'en as pour piquer, ouais. 100 euros à peu près, Ok. alors que c'était 90 l'année dernière. Et pareil pour l'inscription individuelle, c'était 10 euros moins cher. Enfin bref, chaque année, ça monte un petit peu. Hmm. Euh, c'est aussi une réaction par rapport au nombre de participants. Ça permet de limiter un peu le nombre parce que tu te retrouves avec des catégories, il y a 25 personnes dedans. C'est sûr que c'est plus difficile à gérer pour l'organisation. Ouais, mais Et bon, c'est un peu le but quand même, non? bah Enfin, oui, bien sûr. euh, ouais, je sais pas. Moi, vraiment, je trouve ça un petit peu abusif comme comportement de la part des fédérations en règle générale. Je veux dire, Alors ce qu'il y a de sans. bien, c'est que tu as des fédérations mineures, entre guillemets, comme la CEJS avec laquelle je combats Mhm. demain, où là on en a pour 30 euros l'inscription pour Ok. une seule catégorie. Donc si tu en fais deux, ça fait 60 euros, gi no gi. C'est C'est acceptable. c'est abordable, c'est très bien. Moi, je suis très content d'avoir commencé par ça, notamment en ceinture blanche, et de pouvoir me faire quelques compétitions intermédiaires dans l'année sans avoir à claquer. Parce que sinon, tu as un budget annuel de Incroyable. plusieurs centaines d'euros, voire plus. J'en connais qui font le grand chelem des compètes CFJB, parce que maintenant, tu en as partout en France, hein. Presque toutes les 2 semaines, je dirais, tu as une compétition. Il y en a qui les font tous. Et alors, à chaque fois, il lâche entre 45 et 55 euros par KT. Donc, s'ils font D'inscription, les deux, après, en gros, toutes les 2 semaines, ils lâchent 100 balles, plus le trip, quoi, plus le ouais. voyage, le logement, parce que c'est pas chez eux, évidemment. Le Guy, Voilà, le guide, le les Guy machines coûte à un laver. bras. Les Voilà, machines à laver. ma pauvre machine à laver. Alors, si vous n'avez pas foi en votre machine à laver, ne commencez pas le JJB, hein, Impossible. Tous les parce jours, elle qu'elle va tourne. tourner à plein régime. Bah ouais, toi, tu t'entraînes en plus 5 fois par semaine. Ouais. 5 fois en gui ou tu alternes un peu gui no Alors, gui en fonction des jours. de base, j'ai alterné deux. J'avais quand même une préférence pour le nogi, mais là maintenant, j'ai décidé de m'inscrire au Master World à Las Vegas Ah pour l'année ouais, prochaine, pour août. grosse annonce là. Ah ouais, ouais, bah, je me dis que c'est quelque chose qu'il faudrait avoir une grosse médaille à BJJF avec World Ouais, Champion. Bien sûr, elle sera en or celle-ci parce que j'ai gagné. mm, Ouais, donc voilà. Donc là, on te le maintenant, souhaite. merci. Je vais me concentrer sur le gui un peu plus. D'ailleurs, mon coach était en courant. Donc maintenant, dès que je commence à aller pour les tour hold, il me dit, c'est ceinture violette, mon frère, tu fais pas ça. C'est vrai. Donc je suis obligé d'adapter mon jeu. Mais ouais, je vais Mm. faire ça. Donc effectivement, la machine à laver, elle tourne tous les jours avec du
bon matériel, bon textile bien épais, bien dégueulasse, qui a Oui, bien oui, besoin oui, d'être nettoyé. Donc, c'est clair. c'est Et très dis-moi, nécessaire. ça fait une petite heure qu'on parle plutôt sport de combat. Ouais, il faut parler du Je te véganisme là. Et voilà, exactement. Je propose qu'on parle un petit peu de ton parcours dans la jungle alimentaire, pour reprendre l'expression d'un de mes anciens invités. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à végétaliser ton alimentation? Tu disais que c'était il y a 5 ans. Explique-nous Ouais. un peu le processus. Alors, bon, déjà j'ai grandi dans une famille où ben, la nature, les animaux, ça a toujours été quelque chose de très central dans la discussion. Mon père a toujours aimé prendre des photos de nature. On a toujours été dans la nature les week-ends, faire du VTT, aller voir les animaux dans leur espace. Et donc voilà, j'ai toujours grandi avec certain respect pour la nature. Quand j'ai commencé à surfer en Australie, donc j'ai été en contact avec des dauphins, des baleines, la beauté, la grandeur des paysages, tout était vraiment magnifique et il y avait toujours ce petit problème des filets anti-requins. Et les filets anti-requins, mais malheureusement, ils font énormément de victimes, non seulement de requins, mais en plus de ça, des dauphins, des tortues, des baleines, constamment qui sont prises dans ces filets et qui meurent de noyade, hein, parce que à part le requin, les autres animaux qui étaient pris dedans sont des mammifères, donc ils ne respirent pas sous l'eau. Et ça me rendait fou d'entendre ça aux informations, ça me rendait dingue de me dire comment est-ce que l'humain peut créer des choses comme ça pour protéger les trois petits cons qui vont faire du surf euh, en- 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 et qui causent autant de souffrance Hmm. animale en fait. J'ai toujours eu ça en tête, ça m'a toujours rendu fou quand quelqu'un se faisait attaquer par un requin, après ils allaient chasser le requin pour essayer de le rattraper, tu sais, la revanche. Hmm. Quel est le principe? On va volontairement se mettre dans l'océan, s'exposer à ce risque-là, on en est bien conscient, il n'y a pas de raison d'aller faire payer un requin pour son comportement tout à fait naturel. Hmm. Mais à côté de ça, je rentrais chez moi, je me faisais un steak, saucisse et un œuf au plat. Bon, Hmm. j'avais jamais trop pensé à la chose. Et puis là, donc une fois que j'ai décidé de quitter l'Australie pour aller m'installer au Canada, je me suis retrouvé en France pendant 1 an et demi à cause du lockdown du Covid. Ah oui, tu étais en Donc, France pendant ouais, ouais, le confinement. Ouais. c'était pas du tout prévu, hein. Si je devais aller directement D'accord. au Canada, sauf qu'ils ont fermé leurs frontières au moment où j'ai quitté l'Australie, donc je me suis retrouvé un peu dans le no man's land. Donc, je me suis rabattu sur la maison de mes parents et en espérant que ça passe vite. Ça s'est pas passé très vite. Donc voilà, pendant 1 an et demi, pas de travail, pas d'appartement à moi, pas trop d'amis parce que je n'ai pas tant de connaissances en France et depuis tout le temps que je voyage. Donc j'avais beaucoup de temps sur moi et donc j'ai pris un abonnement Netflix et puis j'ai commencé à regarder des choses. Et je suis tombé sur Game Changers. Voilà, pour ceux qui écoutent ce podcast, je sais pas si vous l'avez regardé, mais je vous le conseille, c'est que c'est très intéressant. Alors c'est très rose dans la façon de peindre le principe de véganisme et de végétalisation, comme on a dit, de l'aspect alimentaire, mais c'est quand même super intéressant. Il y a des études, il y a c'est très visuel, je le recommande. Voilà, donc je regarde ce documentaire et là, ben, je me dis, ben, en fait, il n'y a pas besoin alors euh, de, de, de mettre de côté mes valeurs qui sont vraiment, j'aime l'environnement, j'aime les animaux, euh, pour la performance, sachant que tous ces gens-là sont capables de le faire sans. Donc je me dis, bah, c'est bon, je vais essayer. Donc ça, c'était le mardi soir, je regarde ce truc-là. Le lundi matin, je me dis, c'est bon, je suis vegan. Ah oui, Mercredi matin, pardon. Ouais, ouais, ça s'est passé comme ça. Mercredi vegan, matin, vegan, hein. On est sur du euh, radical. du En 100% quelques jours, plant-based. ok. En quelques heures. En quelques heures, 100% plant-based. Je me suis dit, bah, si eux, ils n'en ont pas besoin, je n'en ai pas besoin. Si eux, ils arrivent à être olympiens ou ils arrivent à performer à tel haut niveau, sachant que moi, je suis juste un average Joe, un mec complètement lambda, j'ai aucune excuse. Donc, je vais essayer. Donc j'essaie, j'y prends goût, je commence à aller un petit peu sur YouTube, chercher des recettes, chercher comment s'entraîner, etc. Puis je tombe sur des mecs qui font de la calisthénie et qui sont véganes, et puis ça m'amène sur d'autres créateurs de contenu qui sont des gens comme Joe Carbstrong, je sais pas si j'imagine Ouais, que ouais, bien tu sûr. connais bien, qui eux sont plus axés sur l'aspect éthique, les débats dans la rue vraiment, et qui parlent du Exceptionnel, hein, véganisme. d'ailleurs. Ceux qui connaissent pas, surtout ceux qui sont véganes, Voilà. ils connaissent Ouais. pas. Alors, il faut Wrestling comprendre l'anglais Head, parce que Joe tout est en Carbstrong, anglais. tout en Mais anglais, ouais. il y a beaucoup aussi de pages francophones ou des gens comme Futurasso en France qui s'inspirent, je pense, un petit peu de sa façon d'interpeller, notamment les gens dans la rue. Euh,
Ce qui fait, j'arriverai pas à le faire, hein, franchement. Ah, c'est Mais fort. ça crée des images exceptionnelles, des débats incroyables avec les gens qui mettent en lumière l'absurdité des arguments euh, anti-vegan, entre guillemets, quoi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc j'ai vraiment commencé à regarder ce genre de contenu pour essayer de- d'éclaircir un petit peu ma façon de voir les choses et je pense de passer le cap de plant-based, donc juste vraiment pour l'aspect, juste à regarder la nutrition pour passer plutôt l'aspect éthique. Voilà. Mhm. Donc je regarde ces vidéos, puis je me dis ah ok bon ben, je commence à discuter de ça avec mes amis etc. Parce que c'est vrai que maintenant je me rends compte qu'en fait j'ai toujours été plus ou moins un hypocrite, sachant que ça me faisait tellement mal au cœur de voir tous ces animaux souffrir, mais à côté de ça j'en faisais souffrir de mon côté de par ma façon de vivre. Donc j'en parle, et puis voilà le véganisme a pris a posé sa petite graine dans mon cerveau et la graine a poussé et je suis maintenant officiellement clairement un activiste. J'ai fait de l'activisme dans Halifax, dans la rue avec Anonymous for the Voiceless. Ma page est 100% dédiée à ça. Euh, je, je, je suis vegan, voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout. J'ai jamais regardé en arrière, j'ai jamais changé ma position et elle ne changera jamais. Est-ce que tu as eu, Depuis ce parce que jour-là. là, ça a l'air hyper positif sur toute la ligne, est-ce que tu as eu quand même des difficultés, que ce soit sur le plan social ou sur le plan alors alimentaire, j'ai pas l'impression, parce que tu Non, as l'air d'être quelqu'un de curieux, donc et c'est ce que je dis souvent c'est aux gens qui vraiment se pas posent la compliqué question. en Si tu es un peu plus. curieux, c'est pas si compliqué que ça. C'est Vraiment plus les pas. blocages psychologiques que tu peux avoir avant qui peuvent te donner l'impression que c'est compliqué. Mais avec tout ce qu'on a à disposition, en tout cas en France ou au Canada, je suppose, dans la moindre grande surface, plus Internet qui te donne plein d'idées. Parce qu'il y a une Il y époque a- quand même, il faut le dire, hein, il y a une époque sombre du véganisme où dès que tu trouvais une recette, il n'y avait pas un ingrédient sur la liste qui était un truc que tu connaissais déjà. Tu vois, J'aime c'était tout, que des moi. trucs improbables qui Euh, coûtaient un bras, que tu trouvais que en magasin bio, et encore parfois il fallait que tu fasses plusieurs magasins bio pour trouver tous les éléments de ta recette, et t'arrivais encore à la foirer derrière ouais, c'est ta ça. préparation. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, vous avez Plus presque d'excuses. rien à changer dans vos habitudes alimentaires, à part l'ingrédient que vous achetez pour cuisiner, et ça permet de faire des transitions très 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 smooth, euh, Absolument. alors même qu'on peut les faire comme tu l'as fait du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on peut dire, ok, du jour au lendemain, alors peut-être que ben, dans les premiers temps, tu vas bouffer que des steaks de soja qui se cuisent à la poêle comme un steak haché, et petit à petit, tu vas apprendre à cuisiner d'autres trucs, mais tu peux effectivement être assez radical, ce qui, de mon point de vue, est pas quelque chose comment dire, que je conseille absolument. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. C'est ok aussi s'ils arrivent au résultat. Je trouve que tant mieux. Je préfère ne pas braquer quelqu'un que je peux amener à l'usure entre guillemets à Exact, arriver au exact. même résultat, quoi. Ah, le but ultime, c'est d'abolir l'exploitation animale. Peu importe comment on y arrive, c'est ça le but. Donc, si ça prend un peu plus de temps pour quelqu'un, ça prendra un peu plus de temps pour quelqu'un. Chaque repas, chaque achat aura un impact positif. Donc, mais vraiment, honnêtement, comme tu viens de le dire, il y a aucune excuse. Il y a plus d'excuses. À moins que tu vives au beau milieu de l'Antarctique, que tu sois obligé de pêcher pour ta survie, tu ne peux pas donner d'excuses de c'est trop difficile, c'est trop cher. Non, c'est faux, c'est faux. J'ai voyagé dans 10 pays différents depuis que je suis vegan, et dans des pays, je suis allé en Islande, je suis allé en Finlande, je suis allé en Inde, où c'est extrêmement religieux, très traditionnel dans leur façon de manger. Jamais, pas une seule fois, j'ai dû crever la dalle. Jamais j'ai dû changer mon optique sur la chose. Jamais. C'est simple, c'est simple. Il faut juste le faire. Donc si les valeurs elles sont alignées aux nôtres, si vraiment vous êtes, je parle aux auditeurs actuellement, mais si vous êtes contre l'exploitation animale ou la cruauté animale, vous devez et vous pouvez être vegan sans aucun problème, Ouais, quel que soit l'endroit où vous vous quel trouvez que dans le soit monde. l'endroit. Si Ouais, nous on peut ouais. le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est clair. Et bah, c'est un bon message. Ça, c'est une bonne séquence pour faire un petit extrait sur Instagram pour le publier après ça. Ça fait plaisir. En français pour une fois. Il y Et aura en un contenu plus, en français sur ta page Instagram. incroyable, je vais devoir faire la traduction parce que tous mes followers, ils parlent que l'anglais. Voilà. On mettra des sous-titres Ouais, c'est sûr, bilingues. Et c'est sûr. ouais, c'est intéressant parce que
J'ai dit la même chose sur le podcast de Veg Athlète l'autre jour. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas aux Esquimaux C'est ça. au peuple primitif en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont aucun accès en fait à l'alimentation moderne, qui chassent des animaux peut-être pour les manger, mais qui vont les chasser dans la nature parce que c'est leur seul choix en fait. C'est ça. La plupart des gens, la plupart de nos interlocuteurs, ceux qui sont capables d'écouter un podcast là actuellement, ils vont tous chasser au supermarché. Ou pour ceux qui sont des chasseurs, si tant est qu'on est des vrais chasseurs qui vont chasser avec un fusil dans les forêts françaises, par exemple, aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup, mais ce sont quand même des gens qui ont le choix de ne pas le faire. Ils choisissent de le Absolument. faire, et le gibier de chasse représente une part négligeable de leur alimentation pour la plupart. Parce que j'en Ouais, connais, hein, comme je t'ai dit, j'habite plutôt ouais, là, dans dans ta un coin un peu région, rural. mhm. Que ce soit au boulot ou quoi, je côtoie des chasseurs. C'est pas forcément les gens avec qui j'ai le discours le plus agressif en réalité, et je vais te dire pourquoi. C'est parce que un chasseur qui tue un animal pour le manger, il a quand même ce lien que il faut donner la mort à l'animal pour le manger. Alors que j'ai des discussions parfois très difficiles avec des gens qui ont complètement perdu ce lien. Ils achètent des barquettes de viande et c'est limite, tu leur dis que tu es vegan, que tu soutiens pas l'exploitation animale, que tu manges rien qui provient d'un animal. Et tu vois un bug, tu vois, sur leur tête. Et ils se disent, mais du coup, est-ce que les carottes, c'est vegan? Ah ouais, Tu vois, mais des fois, la t'entends des ligne n'est choses, pas nette. c'est extraordinaire. Et je trouve que c'est très très dur de communiquer avec quelqu'un qui a un niveau d'éveil aussi bas que Mm, ça. mm, mm. Avec un chasseur, tu sais déjà de quoi tu parles. Ça veut pas Ouais, dire que tu vas le faire changer d'avis, c'est très dur, même si c'est pas impossible, hein. Il y a plein de militants qui étaient avant bouchers, exactement, employés exactement. d'abattoirs, chasseurs, etc. Et enfin, moi, j'ai jamais donné la mort à un animal. J'ai euh, j'ai pas cette expérience, et tant mieux, ça me fait plutôt plaisir. Par contre, bah, comme toi, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 21 ans, je crois. Et, euh, Ah et ouais, 21 ans, t'as changé. ouais, 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 ouais. Ouais, ça montre une Mais sacrée moi, pour ouverture le coup, d'esprit, tu hein. vois, ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça a été plutôt étalé sur plusieurs mois avec des échelons. Tu vois, au début, j'ai été végétarien, puis Ok. ensuite, et je mangeais encore un peu du poisson. Puis ensuite, j'ai enlevé le poisson. Et ensuite, je suis devenu vegan complet en plusieurs étapes. Et je regrette pas parce que à l'époque, il n'y avait pas autant d'options qu'aujourd'hui, même si à la volonté, ça aurait pu passer. D'ailleurs, quand j'ai décidé de devenir vegan, mes premiers repas, c'était des haricots rouges avec de la sauce tomate et du riz, quoi. Parfait. Avec un Pareil. niveau Ouais. d'assaisonnement minable. C'était vraiment un test de motivation. Ok, tu vas renoncer à tout plaisir gustatif à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu y es prêt? Oui, c'est bon. Et après, tu découvres qu'en fait, c'est pas du tout un sacrifice. Mais sur le moment, c'était un peu ça. Là où mon petit frère, par exemple, dont je parle souvent, lui, il a fait comme toi, c'est-à-dire il a découvert le concept grâce à une vidéo que je lui ai envoyée. Il n'y avait pas encore The Game Changers, il y avait d'autres. Alors c'est marrant parce que quand je parle avec des véganes qui sont véganes depuis à peu près le même temps que toi, tu te rends compte que The Game Changers, il a amorcé Il a beaucoup. changé le game. Il porte très bien son nom, en Littéralement, ouais, fait. Voilà. exactement. Alors que quand moi je l'ai vu étant déjà vegan depuis plus de 5 ans, je me suis dit, mais, et tu dois le penser aussi aujourd'hui, il y a quand même des énormités dans ce film. Ouais, bien Il y sûr. a quand même des C'est Hollywood, c'est exagérations. Hollywood, C'est c'est les Hollywood. ricains, Voilà. ouais, Tu bien as sûr. l'impression que tu vas devenir un super-héros. C'est le contraire de ce qu'on disait en tout début de podcast. Mm, Tu as mm. l'impression que c'est la clé vers la performance ultime. Euh, Mais ce qui n'est, c'est ce qui, vendeur, c'est intéressant. c'est très vendeur et ça a amené plein de gens à s'y intéresser Ouais, et à débunker le fait que ce soit possible. Même si après ils se sont dit, bon, je vais pas devenir un super-héros, mais par contre, c'est marrant, je vis toujours aussi bien, ouais, je lis toujours aussi au bien. moins. Et ça, c'est un impact énorme et je trouve que du coup, c'est une super réussite. Ils ont très bien géré, ils ont joué avec l'air du temps. Quelques années avant, il y avait un discours dont j'ai souvent parlé, c'est le Gary discours Yourofsky, de Gary Yourofsky. c'est Et sûr. le principe est le même, c'est-à-dire que dans ce discours, il y a aussi plein de conneries. Enfin, plein. Il y a quelques trucs qui ont été débunkés derrière où on s'est rendu compte que Gary, il avait exagéré un petit peu. Mais il y a énormément de véganes de ma génération, entre guillemets, c'est-à-dire de 10, 11, 15 ans aujourd'hui, qui ont eu un déclic avec ce discours-là.
Et moi et ma famille, on en fait partie. Mon petit frère, il a vu ce discours-là, comme toi, le lendemain. Il m'a dit, bon, ok, qu'est-ce que je mange maintenant? C'est Et c'est génial. formidable. C'est, je, Il je faut sais un peu pas. des déclics. On est des animaux qui réagissent à un stress aussi, un petit peu. Un événement déclencheur, un petit traumatisme. Moi, quand j'ai vu ce discours-là, parce que tu as le discours, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez toujours le voir sur YouTube, hein. Et en plus, il est C'est traduit dans toujours, toutes les langues, hein, pas il est d'excuses. traduit dans toutes les langues, voilà. Il y a aussi des images. Il y a alors c'est moins intense qu'un film comme Dominion. Earthling, qui a été aussi traduit en français, hein. Il est commenté, je crois, par Maxime Gignola en français, donc dispo pareil sur YouTube, je crois. Où là, t'es full image pendant plus d'une heure, je crois. Plus d'une heure d'images très difficiles, qui c'est un peu un pèlerinage, je trouve aussi. Même quand t'es déjà vegan, il faut voir ces choses-là parce que Mhm, tu vas être dans de nombreux débats. Tu as été dans de nombreux débats, je pense, Adrien, et mhm. puis celui qui décide de devenir vegan ou qui amorce ne serait-ce que cette réflexion aujourd'hui va rentrer dans des débats avec plein de gens. Et c'est bien de savoir de quoi on parle à fond, même si les images sont difficiles. Et il y a même des fois où je re-regarde certaines images, alors que tu as plutôt tendance, quand tu sais déjà et que tu as modifié Tu dis, ton ouais, mode de vie, c'est bon, je suis tu déjà dis c'est convaincu, bon, j'ai pas j'ai besoin de plus envie regarder de voir plus. ça. Ouais, ouais. Exactement. Sauf que le monde dans lequel tu vis, il te fait remettre en question parfois ton propre véganisme parce que tu as tellement la pression de gens qui te disent C'est ah c'est vrai, pas c'est grave, c'est vrai. pas grave, c'est pas grave, que de temps en temps tu as besoin de piqûres de rappel. Enfin moi je sais que j'en ai Ah besoin. ouais, Je tout suis à tellement fait. confronté à des gens qui partagent pas mes convictions. Heureusement ma famille les partage, heureusement ma compagne aussi. Ça c'est déjà énorme. Je sais pas J'ai plein de questions après, j'ai plein de questions. je sais pas si ta copine aussi est végane comme toi. Mais oui, mais ça va être un autre sujet, alors je préfère te laisser Ah, finir ce que tu ok. disais. Voilà, mais par contre, au boulot, j'ai personne qui est vegan, tu vois. Et pourtant, je passe, comme on l'a dit, peut-être 7 heures par jour avec eux. Je mange avec eux le midi. J'ai la chance de travailler sur un site où on a accès à une cantine très ouverte en termes de choix. Donc, Et tu proposes j'ai un repas vegan complet tous les jours Ah, avec des génial. trucs exceptionnels. Enfin, il arrive que je me fasse avoir et que j'apprenne un peu plus tard que je viens de bouffer un truc végétarien. Ça m'emmerde un petit peu. Je fais un peu de, comment dire, de sensibilisation auprès des équipes pour leur dire non, mais là, vous avez mis de la crème dans cette soupe, c'était pas écrit. Écrivez-le quand même, parce Ouais, ouais, que ouais. souvent je joue sur les allergies, parce que c'est pas que c'est moins important la cause animale, Mais au mais je moins les sais gens que eux, comprennent. ça va les faire tilter. Et Bien vous sûr. imaginez quand même si quelqu'un boit cette soupe et tombe malade parce qu'il est intolérant au lactose, ah ouais, vous avez raison, on va l'écrire. Et hop, moi, ça me permet d'éviter de manger végétarien à mon insu la fois d'après, quoi. Ça, et puis la vache, elle est bien contente que d'une façon ou d'une autre, les gens ne l'ont pas exploité pour cette soupe. Donc, Exactement. Et puis c'est même pas que pour moi. C'est-à-dire que derrière, ils vont se dire, on va peut-être mettre du lait de coco là dans la soupe, comme exact, ça on n'aura pas de exact, problème. Et exact. hop, on tire un petit coup dans l'industrie laitière qui est, bien sûr, toi tu le sais déjà, mais pour les auditeurs, qui est bien pire, je trouve, en termes d'éthique, même que l'industrie de la viande, même si ce sont des industries Absolument, qui absolument. agissent main dans la main, mais avec la viande, on est sur une industrie de la mort, mais avec le lait, on est sur une industrie de la mort, mais aussi de La la torture. torture et de la souffrance prolongée pour les vaches, pour les veaux, pour tous les acteurs animaux de cette filière-là, quoi. Là, j'ai d'ailleurs, en bifurquant sur sur ce sujet, un petit message pour les végétariens. Je suis désolé, ça va être un petit peu brusque. Euh, mais selon moi, en termes d'hypocrisie et de participation à la violence animale et à la cruauté animale, pour moi, le végétarien, il est tout en haut. Alors, tu veux dire parce que je voudrais nuancer là-dessus. euh, Le lacto-ovo-végétarien. J'aurais la même réflexion que toi sur quelqu'un qui est végétarien, genre depuis 10 ans, tu vois, et qui vendrait ça comme soit un summum éthique, soit le mieux qu'il Exactement, puisse faire. absolument. Non, 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 bien sûr. Je te dis pas quelqu'un qui est en pleine transition vers le véganisme. Voilà. Je te dis celui qui s'est convaincu qu'il faisait tout ce qui était en sa capacité pour être le plus éthique possible. C'est-à-dire Ouais, que tout à fait d'accord là-dessus. si tu dis je suis végétarien parce que j'aime les animaux, non, je suis désolé, je t'arrête là tout de suite. C'est faux. C'est faux parce que la seule industrie que tu as décidé de supporter,
c'est la seule, hein. Tu te dis toutes les autres sont pas bien, mais celle-là, je vais continuer à lui donner de l'argent, à créer de la demande pour ce produit-là, c'est la pire. C'est-à-dire que tu vas littéralement payer pour une vache très très jeune, hein, parce qu'une vache normalement elle vit à peu près 25 ans. Mm. Euh, les vaches dans le milieu, dans l'industrie laitière, la première fois qu'elles sont inséminées artificiellement, je crois que c'est 6 ou 8 mois. Et tu vas payer pour que cette vache soit torturée et inséminée artificiellement 10 fois dans sa vie. On va lui enlever son enfant pour que tu puisses consommer son lait pour en faire du fromage ou juste le lait tout simplement. Et pour la remercier après ça, tu vas l'envoyer dans une slaughterhouse pour qu'elle soit tuée et vendue en tant que produit pour les animaux de compagnie, par exemple. Ouais, Donc, tout à fait d'accord. c'est la pire Et en industrie que tu plus, peux choisir. en plus, c'est comment dire, en termes de communication, c'est les plus grands escrocs de toute l'industrie animale, dans le sens où tout La le vache qui rit. marketing qui est autour te laisse penser que les vaches sont heureuses, en fait, on oublie complètement. Il y a des gens, je te jure, hein, Adrien, j'ai croisé beaucoup de gens qui n'avaient pas conscience que pour Faut donner que du la lait, vache une vache, il soit fallait qu'elle ait un bébé. Qu'une incroyable. vache, c'était une machine à lait toute sa vie, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte qu'une vache, c'est un mammifère comme un autre qui a besoin d'avoir un enfant pour donner du lait. Donc les vaches, aujourd'hui, elles font des enfants jusqu'à ne plus donner assez de lait. Donc elles ont plein de veaux qu'elles ne verront jamais grandir parce que il faut pas croire qu'on se nourrit du surplus de lait des vaches. On pourrait, hein. C'est-à-dire que il existe sans doute des élevages ancestraux qui représente 0,0001% de la production de lait mondiale, où on laisse le lait au veau et on prend que le surplus. Mais la réalité, ça se passe pas comme ça. C'est La absolument pas réalité, comme c'est ça. qu'on veut rentabiliser au maximum la vache qu'on a payée. Hein. Quand on est éleveur, on l'a acheté la vache, ou on l'a fait naître, on a mis des frais, on a fait naître le veau, on va vendre le veau, on peut vendre le veau, donc autant vendre le veau et récolter plus de lait pour vendre toujours plus de lait. C'est économiquement comment dire, inéluctable. On ne sait pas faire autrement aujourd'hui pour répondre à la demande mondiale que de surexploiter les animaux. C'est valable dans l'industrie de la viande, mais encore plus dans l'industrie du lait. Je vous garantis, pour ceux qui croient encore qu'on pourrait boire le surplus de lait des vaches, parce que c'est vrai que les vaches ont été sélectionnées génétiquement pour donner beaucoup plus de lait que ce que le veau a besoin. Ça, c'est vrai. Ceci dit, aucun industriel ne joue sur cette différence-là pour produire. On enlève toujours les veaux à leur mère pour produire du lait. C'est trop intéressant économiquement pour qu'ils ne Mais le fassent pas. Les consommateurs ont aussi leur part de responsabilité parce que quand tu veux une à brique de lait 100%. à moins d'1 euro, il faut aussi pas t'étonner que les industriels ils essayent de tirer les coûts le plus possible. Et où est-ce que tu peux tirer les coûts? Eh ben, sur le bien-être animal, en optimisant au maximum les quantités. Tu enlèves le veau, tu multiplies par 10 peut-être la quantité de lait que tu vas récupérer. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux que tu ne peux endiguer à titre individuel pour ta consommation personnelle que en disant j'arrête. Parce que j'arrête ou c'est un truc que peut-être quelqu'un comme toi, tu veux pas entendre, mais celui qui dit je vais réduire de 50%, surtout si c'est à titre transitionnel, j'ai dit c'est déjà très bien. Fais-le, 50%. Et j'incite tout le monde à le faire parce que, en général, celui qui réduit de 50%, quand il l'a fait, il se dit pourquoi je réduirais pas de nouveau de 50%? Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, tu n'en as plus besoin. Moi, je suis pas devenu vegan au début en me disant l'objectif c'est de devenir vegan. Au début, je me suis dit je vais réduire la viande. Je me suis dit mais maintenant que j'ai réduit, pourquoi j'arrêterai pas? Hmm. Et puis petit à petit, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin. Quand tu es curieux là-dedans, ça peut marcher aussi. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas, à un moment donné, ériger une barrière et dire, voilà, je suis arrivé au maximum de ce que je pouvais faire. Ça. Mais Sinon, même nous, sinon tu agis dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu vas rassurer d'autres personnes à faire la même chose et à pas aller aussi loin qu'elles auraient pu y aller d'elles-mêmes. Et ça, c'est dommage. c'est ça, c'est marrant, je sais pas si t'as vu une de mes dernières stories, mais hier j'ai discuté, quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram en se disant vegan, ouais, je suis vegan et tout, ça serait super qu'on s'organise, elle habite dans la région, ça serait super qu'on s'organise un repas avec plein de véganes, etc. Elle me fait, mais je dois t'avouer que je suis à 98% vegan. Parce que je consomme des fois des œufs et parce que cet été j'ai consommé du poisson parce que j'étais avec certaines personnes en vacances et voilà, c'était comme ça.
si elle Alors, ne s'était pas vendue j'ai vu ta story et ouais. justement, je voulais t'en parler. Donc, je te laisse développer, mais ouais, Moi, très intéressant. ce qui m'embête dans cette discussion, c'est que la personne s'est vendue en tant que végane. Donc, elle s'est donné la médaille de je suis moralement et éthiquement en ligne avec mes valeurs et je suis bien pour les animaux. Donc, elle s'est donné le petit badge de participation, ça y est. Mais en fait, elle n'y participe pas. Donc, le fait de se donner ce titre de véganisme, de je suis végane, ça lui donne la bonne conscience de c'est bon, je peux m'arrêter là. Donc non seulement ça veut dire qu'elle va pas essayer d'aller au 100%, parce que maintenant elle est contente avec ce qu'elle a fait, donc on y est. Et en plus de ça, ça donne une mauvaise image au nom vegan, parce que ça veut plus rien dire. C'est comme dire, comme je l'ai expliqué dans ma story, c'est comme dire je suis contre la violence faite aux femmes parce que je bats ma femme seulement une fois par an. Ça veut rien dire. Ça donne plus aucun sens à aucun mot. Alors, pour Donc tout te dire, j'ai eu souvent, et j'ai toujours parfois, le discours inverse de ce que tu viens de dire. Donc, c'est ce qui donne un côté intéressant, parce que pour une fois, dans un podcast, je vais pas être totalement d'accord avec mon interlocuteur, très bien. parce que sinon, on est toujours d'accord. En même temps, tu as bien vu ton parcours et le mien. Faut Merci. bien qu'on trouve un truc à discuter. S'il te plaît, ouais. Voilà. Et en fait, j'ai souvent eu le parcours inverse parce que, pas le parcours inverse, mais le discours inverse, parce que je considère que quelqu'un qui serait concrètement à 98 ou 99% vegan, euh, les 2% qui restent n'enlèvent pas l'impact pragmatique des 98 autres pourcents sur la production de nourriture animale. En termes de communication, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est assez merdique, sauf dans certains cas bien précis où je pense que ça peut s'entendre. Par exemple, lorsque tu es invité à manger chez quelqu'un qui fait un effort pour te faire quelque chose de vegan et qui se trompe par manque de, de connaissances, tu vois, qui va te mettre, comme je t'ai dit là tout à l'heure, un peu de lait ou de crème dans une soupe. Et de son point de vue, y a pas de mal. Et même cette personne a peut-être cuisiné quelque chose pour toi exprès. Dans ces cas-là, je trouve un peu malvenu de refuser au titre de ton véganisme. Et je serais plutôt moi-même enclin, et je l'ai déjà fait, à accepter. Mais c'est pas une raison pour dire c'est très bien ce que tu as fait, on en reste là. C'est une raison aussi pour dire écoute, par respect, je vais manger ce que tu m'as donné et je te remercie d'avoir fait cet effort-là. Par contre, sache que la crème fraîche, c'est pas vegan. Et parce que ça demande du lait, que le lait, ça entretient. Tu vois, tu peux Oui, placer un exactement. peu tes arguments. Et je trouve dommage de vexer une personne, par exemple, dans ce genre de cas-là, alors que tu pourrais utiliser ça comme un biais de, pas un biais, mais comme une porte d'entrée vers un débat, vers une discussion, que tu n'aurais pas si tu dis, écoute, ça, je mange pas. Même si nous sommes extrêmes, un petit peu du point de vue de beaucoup de gens, extrêmes de la compassion, si on veut, mais disons que on peut braquer très facilement notre auditoire. Et il y a des fois, en faisant une petite entorse, comme celle que je viens de te décrire, qui m'est arrivée quelques fois, notamment dans ma famille. Alors pas avec mes parents, parce qu'heureusement, eux, ils sont véganes comme moi aujourd'hui. Ça, c'est génial, hein. Je me mets les pieds sous la table quand je vais chez mes parents. Ouais, ça fait plaisir. J'ai même pas à poser la question. Ça, c'est Chez les formidable. miens aussi. On a C'est vraiment le génial. même parcours, toi et moi. Ah, ça, c'est top. Ah, ça, tu m'en parleras aussi après, Ouais, ouais. comment ils sont devenus véganes derrière, mais, ou s'il était déjà avant, peut-être. Mais c'est vrai que avoir une famille ou un noyau familial, même si tu vis pas avec eux, le fait de, même s'ils sont loin, de savoir qu'ils partagent tes convictions, Mm, c'est mm. génial. Et dans la vie de couple aussi, donc on en parlera après. Mais ça change tout. Parce que j'aurais beaucoup de mal, moi, à vivre avec quelqu'un qui partage pas mes Ouais, convictions. impossible. Et voilà. Maintenant, voilà, je pense que certaines circonstances très précises, pas très précises, mais certaines circonstances peuvent m'amener moi-même à faire des exceptions. J'ai envie de dire peut-être chaque année récemment, alors que pendant les 5-6 premières années de mon véganisme, j'ai été strict à 100%, quitte à vexer les gens. Et c'est venu sur le tas où je me suis dit, ben peut-être que je peux de temps en temps accepter de faire un petit pas en arrière pour faire un pas en avant à quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours dans ce but-là. C'est jamais par faiblesse. Parce que si c'est par faiblesse, par dire ah j'ai vraiment envie de bouffer un croissant ou un pain au chocolat, ben là là effectivement tu te trahis un petit peu.
même si ça enlève pas tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire. C'est pas parce que tu manges un pain au chocolat dans l'année, avec du beurre dedans, par exemple, que tu te mets d'un coup à contribuer autant que quelqu'un qui mange 3 repas par jour avec de la nourriture animale, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que j'ai reçu des invités sur le podcast qui sont peut-être pour certains même des véganes à moins que ça, peut-être à 90%. Donc c'est pas des véganes en fait du tout. Mais c'est des flexitariens, on va dire, très portés très axés vers le véganisme. Et je les ai reçus quand même, et j'ai eu des discussions intéressantes avec eux déjà parce que je trouve que c'est quand même vachement plus facile de parler avec quelqu'un comme ça qu'avec quelqu'un qui mange de la viande 3 fois par jour, premièrement. Et deuxièmement, parce que ça reste un exemple intéressant pour le grand public. C'est-à-dire celui qui mange un repas à base de produits animaux une fois tous les 3 mois, ça veut dire que tout le reste du temps, il mange 100% d'origine végétale. Il montre quand même quelque chose. Il donne un message que ce qui fait carburer son corps, c'est d'origine végétale, tu vois. Et sur le plan pragmatique, santé, c'est quand même ça répond à la question dont on parlait au début, où on dit, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, et ces personnes-là servent à le montrer. Même si sur le plan éthique, je suis pas toujours d'accord avec eux. Ben, alors moi, j'ai juste un contre-argument, c'est que selon moi, ce genre d'entorse ou d'acceptation des comportements des autres enlève la valeur de la définition du mot vegan. La, Mm. la définition du véganisme, c'est c'est la doctrine qui vise à abolir l'exploitation animale. À partir du moment où tu contribues à l'exploitation animale, tu ne peux pas être vegan. Donc je trouve ça formidable que cette personne qui m'a contacté soit à 98%, comme elle s'appelle Vegan Man, ne l'est Mm. pas. Elle est à 98% plant-based, elle est flexitarienne, avec une extrême tendance au véganisme peut-être, mais elle n'est pas végane parce qu'elle n'a toujours pas fait dans sa tête, excuse-moi, le lien entre ce qu'elle consomme, même si c'est que 2% de son temps, et la souffrance et l'exploitation animale. C'est comme, je vais redonner une autre analogie que la violence faite aux femmes. C'est comme dire que je suis contre le racisme tout en étant raciste seulement 2% du temps. Ça fait pas de sens parce que c'est une définition c'est un oxymore, un Mm. oxymore. C'est pas possible. Donc c'est pour ça, moi, ma mère, donc je vais venir vite fait aux parents. Ma mère s'est vendue en tant que végane pendant les 5 ans parce qu'en fait on est tous les trois, mon père, ma mère et moi, Mm. on a transitionné au même moment. Elle disait à tout le monde je suis végane. Sauf que le matin elle met du miel sur sa tartine et qu'elle a des chevaux, qu'elle monte le week-end et que des fois sa sauce au nem, elle regarde pas les ingrédients et il y a de la sauce poisson. Je lui dis maman, j'apprécie tout ce que tu fais, c'est génial, les animaux ils sont très contents, mais tu n'es pas végane. Une végane, elle ne monte pas ses chevaux. Une végane, elle va trouver une alternative au miel. Et une végane, elle va regarder les ingrédients, quitte à ne pas acheter cette sauce. Donc il faut juste rester selon moi, hein, dans la définition du mot. Parce que sinon, le mot, il perd son sens. Et donc, dans ce cas-là, notre combat, il perd son sens aussi. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il y a des fois où j'ai quasiment hésité à ne plus me considérer comme vegan, même si concrètement mon mode de vie il était toujours le même. Justement pour sortir de ça, parce que justement dans certaines situations bien précises, ça peut m'arranger, et ça peut même arranger la cause animale de mon point de vue, d'en sortir moi-même ou d'accepter que quelqu'un en sorte pour, pour partager, pour faire un coup de com' particulier à un moment donné. Et, euh, et c'est vrai que le mot en lui-même, vegan, c'est un peu comment dire, c'est un peu un mot facile qui permet de définir aujourd'hui ce qu'on est et de faire comprendre au grand public ce qu'on est. La notion de dénaturation de ce mot que tu présentes, il y a vraiment que d'autres véganes qui le perçoivent comme ça, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas véganes, ils voient pas du tout la différence entre toi, moi et la fille qui t'a contacté, tu vois. Mais c'est parce que le mot vegan est vulgarisé et que la plupart Mm. du temps, maintenant, il est seulement attaché à la façon de manger, alors qu'en fait, non. C'est-à-dire que j'achète pas de laine, j'achète pas de cuir, je montrerai jamais un cheval ou un Mm. chameau si je vais aux pyramides de Giza. Mm. Je, je,
je regarde tous les ingrédients. Je ne participerai pas à un demi% à une exploitation animale quelconque. Par contre, si demain je suis dans les bois avec ma blonde, dans les bois canadiens avec un ours m'attaque, je vais me défendre, quitte à le tuer. Et bien sûr. Mais parce que les gens vont me dire, j'ai une amie que quand j'ai donné cet exemple, ah ben c'est pas très vegan ça. J'ai fait, mais non, c'est que tu ne comprends pas la définition du mot. Donc c'est pour ça que à travers mon compte Instagram, à travers mes stories, à travers mes commentaires, surtout tous les comptes carnivores, etc., j'appuie vraiment sur une définition concrète du mot vegan. Parce que si tu vulgarises un mot qui signifie un combat, qui signifie une cause, tu vulgarises le combat et la cause aussi. Et donc à la fin, bah, plus personne ne donne d'importance à plus rien. Donc moi, c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Je comprends ton point de vue aussi. Je pense qu'il est probablement très productif. J'aime bien, il y a un truc que je trouve bien dans la vulgarisation du concept, même si c'est dramatique sur l'aspect éthique pour beaucoup de gens, même s'il y en a d'autres qui du coup, ça va les amener à embrasser pleinement le concept et en fait à aller vers un véganisme complet, quoi, tu vois. Si on vulgarise le terme, ça veut déjà dire que ce terme-là, il est sur tous les écrans de télé, il est dans toutes les bouches, enfin tout le monde, dans les restaurants aujourd'hui en France, tu as des plats véganes un peu partout. D'ailleurs, parfois ils le sont pas. Et dans ouais. ces cas-là, je te garantis que pour le coup, je fais la remarque quand j'ai un burger vegan avec du fromage dedans, avec Ouais, du vrai cheddar dedans, et ben, je fais la remarque au restaurateur, je leur dis bien sûr, attention, il faut. votre burger il est végétarien, vous devriez le noter parce que toujours pareil, j'utilise souvent des moyens détournés en disant mais celui qui est intolérant au lactose, il va prendre le burger vegan et il risque de faire une réaction allergique horrible. Vous voulez Hmm. pas ça? Boum. Et il change le nom ou pas, mais dans ces cas-là, je pense que c'est important, notamment parce que c'est écrit, tu vois. Et ça donne une fausse information. C'est-à-dire que quelqu'un se dit tiens, c'est génial, je peux manger quelque chose de vegan et en fait, t'achètes du fromage qui, pour ceux qui sont très très loin dans leur réflexion, je pense pas qu'on en est aujourd'hui, mais fromage égale lait égale exploitation des vaches. Exactement. Aussi simple que ça. Bon, Voilà. j'ai une Donc, question pour toi. évidemment, quand on n'est pas d'accord, on est d'accord quand même. Ah oui, Mais, bien sûr. mais voilà. J'ai une petite Dis-moi. question pour toi. Oui, donc ta copine, est-ce que vous étiez... Alors, comment ça s'est passé? Vous êtes devenu vegan au même moment, elle était vegan avant toi, tu étais vegan Du, avant elle, du comment tout. ça... Du tout, en fait, moi je suis vegan depuis un peu plus de 11 ans, 11 non? ans. Ouais. Donc j'étais avec une autre fille à l'époque qui elle n'était pas végane, mais on avait fait une transition un peu parallèle. Et je crois même qu'elle n'est pas restée végane. Elle est redevenue végétarienne, je crois. Et après j'ai perdu complètement contact, donc j'en sais rien. Mais moi j'ai vraiment embrassé ce concept dès que j'ai compris ça. Petit à petit, en quelques mois, je suis devenu végane et je suis jamais revenu en arrière. Et j'ai rencontré ma copine actuelle il y a maintenant 7 ans peut-être, quelque chose comme ça, Ok. 7 ou 8 ans. Et donc elle a été initiée au concept de véganisme en me rencontrant. Et ensuite on s'est séparés, on est restés ensemble peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Et nos chemins sont complètement séparés. Sans officiellement se séparer, mais chacun est parti de son côté. On a Mhm. eu d'autres relations pendant 2 ou 3 ans. Et puis, elle est revenue vivre proche de chez moi et on s'est mis ensemble, mais du jour au lendemain, elle a habité chez moi, quoi. Vraiment, Ok. c'était une évidence. Et à Nice. partir de ce moment-là, je crois qu'on est allé une fois au restaurant et elle a pris un burger avec de la viande. Elle a eu du mal à le finir, mais elle s'est forcée à le finir parce qu'elle s'est dit, mais quand même, l'animal est mort pour moi. Ouais. Et je pense que ça lui a fait un déclic à ce moment-là, sachant déjà quel était mon mode de vie. Et elle en a plus, à ma connaissance, elle en a plus jamais remangé exprès. Elle a travaillé en restauration pendant quelques années où il fallait qu'elle goûte un petit peu certains plats, donc elle en mangeait encore un peu. Et à la maison, par contre, elle a plus jamais mangé de viande ni de produits d'origine animale. Et aujourd'hui, elle est un peu dans le cas du vegan à 98%, ou de temps en temps, quand les options sont limitées au restaurant et où moi je vais me taper une salade verte avec que des tomates, elle va prendre le truc avec la mozza ou quelque chose comme ça. Même si on a souvent des débats là-dessus. Par contre, à la maison, il n'y a jamais rien. Et ça, c'est déjà un plus. C'est-à-dire ne pas ouvrir ton frigo et trouver des morceaux de cadavre ou de viande ou de produits laitiers, c'est quelque chose d'énorme pour moi. C'est important, ouais.
Et c'est ok. J'ai aussi beaucoup de flexitariens qui se disent pas vegan, mais qui, euh, qui, qui ont végétalisé à plus de 90% leur alimentation. Et dans le contexte où la plupart des gens que je connais ne sont pas véganes, crois-moi que c'est mes alliés, ceux-là, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois? Mon meilleur ami est végétarien, donc tu vois, je les bâche, Voilà. mais c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, il faut jamais lâcher l'affaire. C'est-à-dire que même avec ma compagne, quand elle prend un plat avec du fromage de chèvre, par exemple, je vais pas attendre qu'elle l'ait devant les yeux pour lui dire, tu sais que là, tu es en train d'exploiter les chèvres parce que déjà, c'est ma copine, donc on vit ensemble, j'ai pas envie d'être en conflit permanent au sein de mon propre foyer. Mais par contre, un peu avant, un peu après, quand le moment est opportun, j'hésite pas à lui en reparler. Et je sais que ça fait son petit bonhomme de chemin et que c'est déjà de moins en moins fréquent. Et qu'un jour, elle arrêtera probablement totalement ça. Et il y a des fois où même elle se dit végane et je la laisse faire, tu vois. Parce que par rapport aux interlocuteurs qu'elle a, eux, ils voient pas la différence, tu vois. Et certains, ça les influence aussi à végétaliser un peu leur alimentation. Et ça m'empêche pas, moi, à eux, de leur mettre une praline de temps en temps pour leur dire non, mais par contre, la mozza, là, normalement, en tant que vegan, on n'en mange pas. Moi, j'en mange pas. Et le message, il passe quand même, au final. Je comprends. Mais écoute, c'est deux approches différentes. Moi, je suis de l'autre bord, moi. Mais attends, je te jette pas la pierre parce que je dirais pendant mes 5, 6 premières années de véganisme, j'étais exactement comme ça. C'est par la suite que je me suis dit, on va essayer une autre approche. Peut-être que j'y reviendrai dessus. Peut-être qu'au bout d'un moment, je me dirais, bon, ça sert à rien. Autant redevenir beaucoup plus radical, entre guillemets, dans mon discours. Je fais un peu des tests. Et puis avec le temps, avec les années qui passent, t'as quand même aussi un peu l'impression que la petite encartade, elle coûte moins au global sur tout ce que tu as déjà fait. Quand ça fait 10 ans que tu n'as pas mangé un morceau de viande, et que pour X, alors moi je m'amuserais pas à manger de la viande parce que je pense qu'en bouche ce serait vraiment horrible. Même Ouais, en erreur, j'ai pas fait d'erreur là-dessus depuis très longtemps. La dernière fois que j'ai mangé du poisson, c'était il y a quelques années, il y a peut-être 6 ou 7 ans. Et j'en ai parlé sur Vegathlete, justement. J'étais avec une ex-copine qui avait pris du poisson exprès pour m'emmerder, pour me provoquer. Je suis pas ah, resté longtemps voilà. avec d'ailleurs. Tant mieux. Lors d'un repas au restaurant et qui avait un restaurant où il y avait plusieurs choix végétariens et véganes plusieurs choix véganes sur la carte, quoi, tu vois. Une fille qui était quand même sensibilisée à cette alimentation-là, qui n'était pas allergique à ça du tout, et qui a fait le choix exprès de prendre du poisson pour me faire chier. Et elle écoutera probablement pas ça, mais je lui pardonnerai jamais ce moment-là, de toute façon, parce que je trouve que c'est infâme d'avoir ce genre de comportement, d'induire la mort d'un être vivant C'est une connerie pour incroyable. agacer quelqu'un. Voilà. Et il y en a plein qui le font. Je vois que tu rentres un peu dans des clashs parfois Ouais. avec des carnistes sur Instagram, sur Internet en général. Je déteste ces gens-là. Et cette fille-là m'avait fait ce coup-là. Et de rage, me demande pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais bouffer ce poisson. Parce que elle l'a pris, elle a mangé une bouchée, elle a dit, stop, j'ai plus faim. Et Oh ça m'a non, rendu en fou. plus, quoi. En fait, le gâchis m'a rendu fou. Ouais. Je me suis dit, je vais le manger. Alors, est-ce que c'était la bonne réaction à avoir? Probablement pas. J'ai même pas réussi à le finir parce que, n'en ayant pas mangé pendant des années, c'est pas que ça m'a rendu malade, c'est que j'étais plus habitué à cette mastication Mm. de la chair. Pourtant, c'était peut-être du saumon ou du thon, je sais plus. C'était pas si dur à mâcher que ça par rapport, je pense, à de la viande de bœuf, par exemple, dans les souvenirs que j'en ai, même si ça fait longtemps aujourd'hui. C'est super long à mâcher ce truc en bouche, quoi. Il y a rien dans le végétal, même les meilleurs simili-carnés que tu mâches comme un chewing-gum pendant je sais pas Ah, combien de temps. le seitan Ah, quand même, non? le seitan un petit peu, Ouais. mais je te jure, c'était pire. Et c'est ma dernière expérience là-dessus, donc je pense pas que je pourrais, même pour, même pour une très très bonne raison, j'aurais beaucoup de mal à manger de la viande. Alors que tout ce qui est transformé, dilué très fortement, comme par exemple la crème fraîche ou le beurre dans un biscuit, tu as tellement d'alternatives végétales qui ont exactement le même goût Bien sûr, bien sûr. que tu peux te tromper l'esprit plus facilement s'il y a une bonne raison. Par exemple, Thomas, que j'ai interviewé, qui a été
infiltré en abattoir. Il explique sur le podcast qu'on a fait ensemble, que j'invite les auditeurs à aller écouter, qu'à un moment donné, pour ne pas griller sa couverture, il a dû manger je sais plus si c'était un morceau de saucisson ou quelque chose que quelqu'un lui a tendu parce que ils avaient déjà des soupçons sur lui. Ah, Il fallait wow. pas qu'il se fasse griller et il a dû le bouffer en s'imaginant fortement dans sa tête être en train de manger un simili. Mais tu vois, dans ce cas-là, on considère pas que Thomas il est moins Non, non. vegan à cause Bah, de non, ce absolument moment-là. pas. Au contraire, au Tu contraire. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Au contraire, il a pu sortir des images incroyables. D'ailleurs, c'est- tu peux les retrouver encore sur les réseaux. Je te les enverrai si tu veux. Il a fait un ouais. reportage excellent dans les abattoirs Bigard. Et voilà, ça fait partie des exceptions qui sont quand même très, très marginales, hein, très rares, mais où ça en vaut la peine, selon moi. Mais c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que ce comportement-là de manger du saucisson pour essayer de ne pas griller sa couverture alors qu'il est en train d'exposer l'industrie, pour moi, c'est 100% vegan. C'est pour ça que la définition, elle est importante de rester, Mm. de la garder intacte, parce que être vegan, ça veut pas dire manger des plantes. Être vegan, c'est de ne pas vouloir supporter l'industrie. Il n'a pas supporté l'industrie, il a essayé de la combattre. Donc, c'est un sacrifice qu'il a dû faire pour pouvoir exposer l'industrie. Donc, c'est tout à fait vegan. De la même façon que moi qui tue l'ours qui m'attaque dans le bois, ça sera vegan. De la même façon que malheureusement, si je conduis et que j'écrase des insectes, c'est pas que j'ai contribué à l'industrie qui écrase les insectes, c'est que je dois me rendre d'un point A à un point B. Malheureusement, je n'ai pas d'alternative actuellement ou je n'ai pas le contrôle Mm. sur la conséquence de cet acte. Donc c'est pour ça que le vegan, moi j'aime vraiment essayer de garder essayer de rester dans la définition pour qu'il n'y ait pas lieu à des discussions un petit peu trop Ouais, et c'est important de qui pas vont donner n'importe une où. porte, de pas accepter que les gens utilisent une porte de sortie. C'est-à-dire en Exactement. se disant, ben toi, tu vas par obligation, tu vas soit tuer des moustiques avec ta voiture, par exemple, Mm, parce que tu dois te déplacer. Donc t'es pas parfait, donc ce que tu fais ne sert à rien. Faux. exact. Faux, parce que toi, tu roules aussi avec ta voiture, tu écrases aussi des moustiques, Ouais, mais en c'est plus, tu contribues à exploiter des vaches, des poulets, des poissons, etc. c'est Donc non, c'est pas pareil, pas du tout. ouais, Et c'est comme c'est aussi pour ça que les étapes de transition, je les respecte aussi lorsqu'elles sont considérées comme telles, parce que ben, chaque pas en avant, c'est quand même des animaux qui souffrent en moins. Et notre objectif, en tant que vegan, convaincu sur le plan éthique, c'est qu'il y ait de moins en moins d'animaux qui souffrent et à 100%. terme qu'il n'y en ait plus du tout. 100%. Mais malheureusement, et si t'es pas du même avis que moi, bah je respecte ça et je t'encourage à perdurer là-dedans. Mais moi, j'ai un peu perdu l'espoir d'un monde vegan, tu vois. Je pense que, en tout cas de mon vivant, je verrai jamais un monde vegan. Mais je pense qu'on peut végétaliser de plus en plus l'alimentation des gens, rendre ça de plus en plus normal euh, et, euh, et réduire chaque année, comme on le fait déjà, la souffrance animale. Il y a des chiffres qui sortent régulièrement, comme quoi dans la plupart des pays du monde, il y a de moins en moins d'exploitation animale, il y a de plus en plus de végétalisation, que ce soit dans les cantines scolaires, dans les supermarchés. Et comme j'ai dit, il y a 10 ans, tu n'avais pas un rayon simili-carné dans les supermarchés comme il y a aujourd'hui. Absolument. Et pourtant, il y a toujours que 2% de végétariens, je crois, dans la population française. Tu On vois, a assez et peu, les ouais. véganes, je sais même pas combien il y en a, mais. Et 1% pourtant, tu mondial as peut-être apparemment. Mm. 10% du rayon viande en plus, Ah, mais on fait clairement dans une certains différence. supermarchés, qui est végétal. C'est pas que les véganes et les végétariens Bien qui sûr. consomment ça. Ça veut dire que tout le monde en consomme, et ça, c'est une super chose. Et je pense que ça passe par là aussi, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui se disent, bah, je peux être végane, s'ils ont l'habitude d'avoir des produits, des options véganes un peu partout autour d'eux, tout le temps. Et ça, c'est grâce aux flexitariens, à cette demande de flexitarienne, même si certains sont allergiques à ce mot, que tout ça, ça se développe et qu'on progresse vers un monde de plus en plus vegan friendly, ce qui est déjà une super étape. Et si, bien sûr, moi aussi, hein, utopiquement, j'aimerais bien que le monde entier soit vegan. Ce serait vachement plus pratique, j'aurais pas à poser de questions, avoir des débats pourris avec tout le monde. T'es en train de dire que notre Mais débat, c'est il est vrai que j'ai un pourri. peu perdu espoir pour ça. Ok, je veux rebondir sur ce que tu disais vis-à-vis de, un, le monde vegan et deux, le fait que tu n'aies pas envie de remâcher de la viande. Moi, demain, si la
je sais pas comment dire ça en français, la viande qui est cultivée, donc en laboratoire, Ouais, la elle viande est, de synthèse, mais la qui est de viande la de vraie ça. viande, mais C'est ça, sans c'est tuer un animal. Ouais. cultivé en laboratoire, j'aime bien l'appeler comme ça les gens ne croient pas que c'est un morceau de plastique. Euh, Si demain elle est accessible dans mon supermarché, je l'achète et je me fais un steak, sans hésitation. Et ça, c'est pas selon moi, hein, selon la définition du mot véganisme, ça ne sera absolument pas une entorse Ouais, bien sûr. au principe Hmm, vegan, parce que il y aura aucun animal qui n'aura souffert d'une exploitation quelconque pour que ce steak puisse exister. je suis d'accord. Donc, Et je je pense que suis moi, ce serait pareil. Ça me ferait bizarre, mais en soi, éthiquement, j'aurais aucun problème à le faire aussi. exactement. Et donc, pour moi, c'est comme ça qu'on va atteindre un monde vegan, c'est-à-dire que la demande, elle va jamais baisser. La demande pour les produits laitiers, la demande pour les produits animaux quelconques, hein, elle va jamais baisser. On continue à augmenter en termes de population au niveau mondial. La demande va continuer de grandir. Donc, il faut essayer de trouver des alternatives à la façon dont on le fait actuellement. Selon moi, la viande et les produits laitiers, les produits animaux en règle générale qui sont développés dans des laboratoires et qui seront exactement les mêmes, si ce n'est meilleurs, parce qu'il y aura plus besoin de bourrer les animaux d'hormones, d'antibiotiques, ça sera beaucoup plus contrôlé en termes d'hygiène. On peut répondre à cette demande avec ces produits-là. Là, on va aller vers un monde vegan parce qu'il y aura plus de souffrance et d'exploitation animale. C'est juste ça. Donc, mangez de la viande tant que vous voulez, les gars, tant que vous exploitez pas d'animal. C'est pour ça que il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire intéressant sur une de mes reels hier. Il m'a dit donc si je mange un animal je retrouve mort de vieillesse dans un champ, est-ce que je suis vegan? Ben oui, 100%. Eh oui. Absolument. Absolument. Tu n'as pas causé cette mort, tu n'as pas payé pour cette mort. C'est une mort naturelle. Régale-toi, mon chum. Moi, je le ferai pas. Ce serait dégueulasse. Mais Ouais. c'est 100% vegan. C'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur à faire en sorte que la définition du mot véganisme elle soit comprise par le plus de gens, le plus de gens possible. Je comprends. Écoute, il nous reste 4 minutes là parce que tu sais, au bout de 2 heures, on peut plus enregistrer Ah, ok. avec l'outil qu'on utilise Je suis désolé. On a trop parlé aujourd'hui. Donc, de non, JJB. non, mais c'est très bien. On a fait à peu près 1 heure sur l'aspect sportif des choses et à peu près 1 heure sur le véganisme en général. De toute façon, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer, de discuter avec toi. J'adore ce genre de podcast. Comme les auditeurs l'ont vu, on fait un peu moins souvent des épisodes dernièrement, parce que moi aussi je suis un peu sur d'autres trucs. On a fait plus de 30 épisodes. Et aujourd'hui, c'est plus au feeling. Quand je tombe sur un profil comme le tien, je me dis ce serait super sympa. Et je suis pas déçu. J'espère que toi non plus. De voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi. On va partager bien sûr tes réseaux sociaux au passage. Comme ça, tu commenceras peut-être à être connu un peu en France aussi. Euh, c'est ça. Maintenant, le public français saura que tu peux communiquer avec eux. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, je te remercie. C'était très très intéressant et je te laisse le mot de la fin. Exactement. Merci à toi. C'est exactement l'objectif. Ben, merci à tous et à bientôt pour d'autres épisodes, bien évidemment. Il y en aura d'autres, peut-être pas toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un par mois, peut-être un tous les 3 mois. Ça dépend du feeling et de l'envie que j'ai de faire des épisodes comme on l'a fait aujourd'hui. Mais il faut rester abonné sur toutes les plateformes et ça va sortir régulièrement. Ouais.
Carrément, bah, moi j'y manquerai pas si jamais je suis en voyage. Et puis quand toi tu reviens dans le sud de la France, n'hésite pas à me passer un petit coup de fil ou à m'envoyer un message et on s'organisera un petit, euh, un petit entraînement et pourquoi pas une petite vidéo parce que j'en ai fait quelques-unes. En général, je me fais rouler dessus, mais, euh, mais bon, c'est normal, hein, je mets mes invités à l'honneur. Je coupe ici parce que j'ai pas envie que les auditeurs soient coupés et puis reste en ligne. De toute façon, on reste en contact tous les deux. Bye bye à tout le monde.